Donc, les stéréoisomères et l'enantiomère, ce sont des molécules de formule brute et de formule développée identiques, mais avec des configurations dans l'espace différentes. Ils ont des propriétés physiques et chimiques identiques. Voilà, par exemple, le déglycéraldéhyde et le L-glycéraldéhyde, ils ont des formes dans l'espace différentes, mais ils ont les mêmes propriétés physiques et chimiques. Ça, c'est pas dérangeant leur configuration dans l'espace. Cependant, ils ont des spécificités enzymatiques, c'est-à-dire que une enzyme va reconnaître spécifiquement un ose s'il est D ou s'il est L. Ça, on le verra un peu plus tard. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire sur ça. Hop. Le pouvoir rotatoire, c'est donc quand vous avez votre ose qui est en configuration D ou L, et ben il va aussi comme c'est une molécule quoi. Quand il y a un faisceau de lumière qui va arriver sur cette molécule, il va dévier à droite ou à gauche ce faisceau de lumière. Et si le dévie à gauche, c'est une substance lévogire, et si le détourne à droite, c'est une substance dextrogire. Mais ça n'a rien à voir avec DL, ok? C'est juste par exemple, vous allez avoir le D-glucose ou le L-glucose, et vous allez avoir un petit plus et un petit moins à côté. Donc c'est ça. Un ose, il peut être D, il peut être aussi lévogire. Voilà, donc ça c'est très basique, c'est pas très important. Donc là, on arrive sur les osides, donc les monosaccharides. Vous avez une chaîne ramifiée avec toujours des fonctions alcool, donc des fonctions alcool. Il y a des fonctions secondaires, donc en milieu de chaîne, et fonctions alcool primaire en bout de chaîne. Et il y a toujours une fonction aldéhyde ou cétone, donc là vous voyez en haut, et ensuite une fonction alcool primaire. Et des fois, ça peut être substitué par un amine, tout ça. Voilà. Est-ce que ça bug toujours? On me dit que ça bug. Du coup, je ne sais pas si ça bug toujours, peut-être que ça bug plus. Ensuite, donc le premier des monosaccharides très important en 5 carbone, c'est le déribose. Donc, il va être surtout tout. Ah, mais pourquoi ça bug? Est-ce que le tutorat peut faire quelque chose si ça bug? Ah, l'image. Est-ce que là, vous voyez la diapo numéro, enfin, avec le déribose? Ah, mince. Je ne sais pas comment. Attendez. Ah, c'est le son qui bug. Moi, le diapo, je le vois bien. Ah, c'est plus la voix. Je vais essayer de parler plus fort alors. Désolée parce que j'ai pas d'écouteurs. Hop, je reviens, attendez. Hein. Bon, T'as pas du tout de son? Mais pourtant, il y en a qui m'entendent. Hein. Comment? Ah, je parle trop vite. Je parle trop vite ou pas? Bon, tu parles un petit peu vite, après, je sais pas si... Parce que je vais essayer de beaucoup caser d'infos. C'est pour ça, j'essaie de passer vite sur la première partie. Et après, ah d'accord, désolée alors. Je vais essayer de parler plus doucement. Mais parce que là, pour l'instant, c'est pas très important. Donc, c'est juste pour vous mettre dans le bain un peu. Bon, j'espère que ça va marcher. Du coup, je reprends. Donc, là, vous voyez le déribose. Juste une petite question aussi, est-ce que vous avez un cours à côté ou le poly? Parce que le poly, c'est assez important de l'avoir comme ça, je peux commenter en même temps. Du coup, voilà. Donc, le premier ose important, c'est le déribose. Alors, il est important surtout pour l'ARN. Il va être utilisé sous forme de désoxyribose. Donc, le désoxyribose, c'est un ribose avec un OH en moins. Ça va être en C2, je crois. Non, en C2 ou en C6? Après, ça, on va le revoir. Voilà. Hop. Ensuite, là, les autres monosaccharides très importants, ben, vous le savez, c'est le glucose, le mannose et le dégalactose. Du coup, donc, ça, à retenir, vraiment, faites-vous des fiches, je sais pas, des couleurs, quelque chose, mais vraiment, retenez bien ces trois autres qui sont très importants. Retenez-les de cette forme-là et vous savez, en forme de cycle aussi, en rotation. Donc, des glucose, des monosaccharides.
Donc, le D-glucose et le D-mannose, ils sont épimères en C2, parce que vous voyez que le C2, le deuxième carbone, en partant du haut, il est en L et en D. Et le D-glucose et le D-galactose, ils sont épimères en C4. Voilà. Bon, c'est pas très important, mais à savoir. Ensuite, parmi les cétoses, ce qui est très important, c'est le fructose, donc que vous avez tout à droite. Et vous voyez là qu'il est D, le fructose, mais il est aussi lévogir. Donc voilà, c'est pas l'un ne va pas sans l'autre. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Retenez bien aussi la structure du D-fructose. Ce qu'on peut dire sur les cétoses par rapport aux aldoses, c'est que les cétoses, ils ont un carbone asymétrique en moins. Parce que vous voyez que le C2, il y a une fonction du coup cétone au milieu, donc ça ne peut pas être un carbone asymétrique, donc ils ont un carbone asymétrique en moins. Hop. Ensuite, donc, on va voir du coup la cyclisation des os. Du coup, là, c'est un peu compliqué. Ah merde. Bon, j'arrive, hein, désolé, ça bug un peu. Je vais essayer de remettre. Vas-y, prends ça. Je crois qu'il y a une barre en bas. Je ne sais pas si c'est à cause. Je pense que c'est par rapport à la plateforme. Je ne sais pas si elle y est encore. Non, il n'y est plus. Quand ça. Du coup, vous avez donc le premier ose important, c'est le glucopyranose. Donc, alors, vous prenez à partir du haut l'oxygène. Là. À droite, vous avez le carbone numéro 1. Vous voyez, j'ai mis un petit 1. Donc, lui, il va être lié à un groupe alcool, OH. Si c'est en bas, si le OH est dirigé vers le bas, c'est c'est en position alpha. Et si c'est dirigé vers le haut, c'est en position bêta. D'accord? Donc ça, c'est pas dépendant. Et du coup, quand vous avez le C2, le C3 et le C4, ça va être la structure du coup du glucose. Donc C2 en bas, C3 en haut et C4 en bas, ça c'est le glucose. Et après, le cinquième carbone, il est relié au sixième carbone. Le sixième carbone, par contre, il est toujours en haut. Ça, c'est comment dire, c'est toujours comme ça. Il n'est jamais en bas, il est toujours en haut pour qu'on le voit, parce que c'est cyclique. Ensuite, vous voyez là le manopyranose. Là, je l'ai mis en position bêta. Bon, il aurait pu être en alpha. C2, C3, C4. Donc C2 en haut, C3 en haut aussi, et C4 en bas, ça c'est le manopyranose. Donc à retenir. Et ensuite, le galactopyranose, c'est donc C2 en bas et C3 et C4 en haut. Donc vous faites aussi là des fiches et mettez les trois à côté pour que vous voyez un peu, vous ayez vraiment une vision directe de vos trois oses. Et vous le ferez plus tard, ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, donc dans les cétoses, les cétoses, eux, ils vont être généralement en position furane. Si c'est D ou L, ça c'est sur le 1, 2, 3, 4, 5. En fait, là, dans la cyclisation des oses, regarde, tu vois ton cinquième, ton cinquième carbone, il est relié donc au sixième carbone. Et le cinquième carbone, en fait, le D ou le L, ça devient, tu vois, c'est lui là, le O. Je sais pas, non, attends, je reprends, j'ai mal expliqué. Tu vois, donc tu prends ton galactose, ton glucose, c'est pareil. Si c'est en position D, c'est pareil. En fait, ça va se relier au C1. Tu vois, ça fait bon, là, c'est du C2 à C5. Mais là, pour les aldoses, c'est du C1 à C5. Il faut, regarde, Mibil, là, le tutorat, ils ont mis, il faut que tu ailles dans des paramètres pour régler le son. Du coup, je reprends l'explication. Donc, mais c'est expliqué sur le poly aussi. Tu auras le schéma. Donc, tu as le OH en position D ou en position L. Et hop, ça va se relier au C1. Donc là, le O, l'oxygène qui était en position D ou L, il est relié au C5 et au C1. Donc, en fait, il n'y a plus de D ou L en position en utilisation, quoi. C'est juste, ce qui est juste important de retenir, c'est en haut, en bas, tout ça. Voilà. Personne n'a de questions sur la cyclisation des oses? Si vous avez des questions un peu plus poussées,
vous m'ajouterez sur Facebook, tout ça, et je vous répondrai mieux, parce que c'est compliqué de ne pas expliquer avec des schémas, tout ça, juste par oral sur l'ordi. Oui, oui, ils sont énantiomères des L. Mais ils sont énantiomères quand ils ne sont pas cyclisés, ils sont aussi énantiomères quand ils sont cyclisés, mais du coup, il n'y a plus des L quand ils sont cyclisés. C'est juste, c'est plus facile quoi, quand ils sont cyclisés. Je ne sais pas si c'est le cas de toutes les molécules. En tout cas, en PACES, on voit que les glucides qui sont cyclisés. Donc, ne te prends pas la tête avec ça. Là, pour l'instant, retiens juste les glucides. Voilà. Donc, pour la cyclisation, après, la cyclisation, c'est juste important de retenir la forme. C'est pas très important de retenir si c'est lié à C1, à C5. C'est pas très important. Ce qui est juste important, c'est de retenir la forme. Voilà. Donc, ça, on va attaquer du coup les dérivés des odes. Donc, c'est important, surtout, c'est la réduction d'une fonction alcool. Ça, c'est surtout pour le ribose. Donc, vous voyez, hop, il est réduit en quel hop, vous voyez le déoxyribose? Et bien, en C2, il y a un OH en moins. Donc, voilà, bon, ça, c'est tout simple. Il y a un OH qui est parti, réduction. Ça, on va le voir surtout dans le cycle, dans la glycolyse. La réduction, c'est perte de H, et l'oxydation, c'est gain d'un. On verra tout ça tout à l'heure mieux quand il y aura les schémas, ça sera mieux expliqué. Mais ça, retenez juste que le ribose et l'oxyribose, bon, ils n'ont jamais posé de questions au cas où. Ensuite, les osamines et les osamines acétylées, ça c'est important de retenir pour les glycosaminoglycanes. Donc vous voyez, ça a une fonction de. C'est le. Ça c'est le glucose. Non, ça c'est le galactose. Du coup, il y a un NH en C2, c'est surtout important quand c'est en C2. Et généralement, vous voyez le NH2, la fonction amine, ça va être acétylé, c'est-à-dire qu'ils vont rajouter COOH, je crois, ou CONH, enfin un truc comme ça. Et ça, c'est important surtout ce qu'on va voir pour les glycosaminoglycanes. Ça, c'est juste retenir un peu la structure. Ensuite, ça, l'acide ascorbique, c'est la vitamine C. Bon, c'est pas très important de retenir, juste c'est dans le cours, donc je vous ai mis dans le diapo si vous vouliez réviser sur le diapo. C'est non synthétisé par l'organisme, c'est insuffisamment petit, c'est hydrosoluble et ça a un pouvoir réducteur. Voilà. Ensuite, donc là, on va attaquer une partie assez importante, assez grosse quand même. Du coup, c'est les disaccharides. Donc ça, c'est ce qui va être hydrolysable. Ça va être l'assemblage de 2 monosaccharides. Donc, ce qui est important de retenir, c'est la liaison didique qui relie 2 ou plusieurs monosaccharides. Donc, c'est une liaison covalente. Voilà, donc elle est forte. Hein, entre l'hydroxyle réducteur, hydroxyle, c'est l'OH là, du premier rose et la fonction OH du second. Voilà, c'est entre les OH des deux os mis côte à côte. Donc, vous voyez que là, on parle d'une liaison alpha 1,4 glycosidique. Donc, c'est parce que sont engagés dans la liaison le carbone 1 du premier rose et le carbone 4 du second, et ils sont en position alpha parce que c'est en bas, du coup. Et si ça avait été en haut, ça aurait été bêta 1,4, il y a bêta 1,3, bêta 1,2, alpha 1,2, tout ça. Donc, vous regardez le carbone, le premier carbone du premier rose et le carbone du second, la position de la liaison, et voilà, ça fait alpha 1,4, tout ça. Donc, le premier disaccharide important, c'est le maltose. Donc, le maltose, c'est le plus simple. C'est ce qu'on va. Enfin, un en haut, un en bas. Ah oui, comment dire? Non, ah oui, je vais parler un peu moins vite à partir de ce moment-là, Anissa, t'inquiète pas. Du coup, le chat, en fait, c'est le premier rose. Attendez, je sais pas. Désolée, il y a des travaux chez moi, je ne savais pas qu'il y avait des travaux. Du coup, le premier rose, tu vois, chat, il est en position alpha. Du coup, l'autre, il va être obligatoirement aussi en position alpha, tu vois. Enfin, c'est la position du premier carbone qui est important. Voilà. Donc, si le premier carbone il avait été en bêta, tu sais, ça fait en forme d'éclair. Bêta, c'est comme ça, et alpha, c'est en forme comme un rectangle. Donc, ça, j'ai fait ta question. Voilà. Pardon, donc j'entends sur le maltose. Donc, le maltose, c'est 2 molécules de déglucose. Donc, c'est le plus simple. Donc, l'enzyme qui va dégrader le maltose, c'est tout simple. Alors, ça s'appelle la maltase. Voilà, comme celle qui va dégrader le fructose, ça sera la fructase, je crois. Et donc, c'est la alpha 1,4 glucosidase. Parce que l'enzyme qui va dégrader le maltose, elle prend le premier rose qui est lié,
Et ça va s'appeler comme ça. Donc, la liaison, c'est alpha 1,4 glucose. Là. Du coup, ben, l'enzyme qui va dégrader, elle s'appellera la alpha 1,4 glucosidase. Donc, retenez bien la maltase et la alpha 1,4 glucosidase parce que c'est important pour la glycolyse tout à l'heure. Voilà. J'espère que ça va à partir de ce moment-là. Ça, c'est juste du par cœur, donc c'est à revoir seul. Ensuite, là, il y a le lactose. Le lactose, vous voyez, c'est une molécule de bêta-D galactose en position bêta et de alpha-D glucose. Mais comme le premier rose qui est engagé dans le lactose, c'est le galactose, et il est en position bêta, ben, ça sera une liaison bêta 1,4, parce que du carbone 1 et du carbone 4. Donc, l'enzyme qui dégrade, c'est la lactase ou la bêta 1,4 galactosidase, en fonction du galactose, c'est le premier rose. Et voilà, bon, retenez que l'intolérance au lactose, c'est pas par un manque de l'enzyme, mais par un déficit. C'est-à-dire qu'elle elle est présente, l'enzyme, mais elle marche moins. C'est quoi que tu n'as pas compris? C'est l'enzyme ou le... C'est-à-dire que tu vois que le lactose, c'est une structure particulière, c'est une disaccharide avec deux monosaccharides, le galactose en position bêta et l'alpha-D-glucose. Enfin, ça, c'est pas grave si c'est alpha ou bêta, c'est pareil. Ah, ben juste là dans le lactose, c'est un galactose qui est c'est un galactose qui est en bêta et qui est lié à un glucose qui est en alpha. Du coup, la liaison c'est une liaison bêta 1,4 parce qu'elle est liée au premier carbone du galactose et au quatrième carbone du glucose. Du coup, c'est pour ça que les deux carbones sont liés par une liaison bêta 4. Voilà, je pense que j'ai répondu à ta question, je ne sais pas, j'espère. Mais tu vas voir, en fait, ça c'est juste à savoir. Ah, nickel, j'ai répondu. Ensuite, le saccharose, ben, là, c'est un disaccharide entre le glucose, qui est en alpha, et le fructose. Donc là, la particularité de ce disaccharide, c'est que c'est une liaison alpha 1,2. Tout à l'heure, on a vu des liaisons alpha ou bêta 1,4. Là, c'est 1,2 parce que c'est le deuxième carbone, du coup, du fructose. Donc voilà, retenez bien alpha 1,2 entre le glucose et le fructose. Et donc l'enzyme, c'est la saccharase, en fonction du saccharose, et alpha 1,2 glucosidase. Et donc ça, retenez que c'est un dioloside, donc un disaccharide non réducteur. Voilà, c'est juste du par cœur, ça, c'est un dioloside non réducteur. Il ne se réduit pas, voilà, c'est tout simple. Faites-vous aussi des fiches, faites-vous tout le temps un peu des fiches, des tableaux avec, vous voyez, j'ai surligné alpha en violet et j'ai mis bêta en bleu. Donc ça, on va le retrouver dans les prochaines diapositives. Voilà, donc ça, c'est fini pour les disaccharides. Là, on va voir les polysaccharides. Donc, les disaccharides, c'est deux monosaccharides. Là, c'est plusieurs monosaccharides liés par des liaisons covalentes. Donc, le premier et l'un des plus importants à connaître, c'est l'amidon. Donc, c'est une substance de réserve qui est insoluble dans l'eau froide. C'est le principal aliment glucidique chez l'homme. Et il est composé de deux types de polymères. Donc, en fait, vous allez avoir l'amylose, qui est linéaire, qui est reliée par des liaisons alpha 1,4, on va le voir. Chanou, je te réexplique à la fin ou je te réexpliquerai tout seul si tu veux, mais là, ne te préoccupe pas de DOL. DOL, c'était juste au début pour expliquer quand la molécule était droite et pas cyclisée. Quand tu es cyclisée, tu n'as même pas à t'en faire, c'est pas important. Voilà. Donc, je reprends. Pour l'amidon, vous avez l'amylose qui est linéaire et l'amylopectine, ça va être qui va être branché, d'accord? Donc l'amylose, comment dire? Ce serait comme un fil avec des épingles par-dessus. Et les épingles, c'est de l'amylopectine. Et donc, c'est tous les 20 résidus de glucose. Donc, vous avez 20 résidus dans l'amylose, hop, un branchement d'amylopectine. Encore 20 résidus d'amylose, donc de glucose. Un branchement d'amylopectine qui se continue avec plein de résidus de glucose. Enfin, vous allez voir la structure, je vous l'ai mise après. C'est comme ça. Donc, ça, c'est l'amylose. C'est plein de glucose mis côte à côte par des liaisons alpha 1,4. Donc, c'est en bas. Donc, l'amylose, c'est une petite partie de l'amidon, c'est 5 à 30%. Voilà, ça, c'est pas très important à retenir. Retenez juste que c'est moins important que l'amylopectine, qu'il y en a moins, et que c'est dégradé par l'alpha-amylase en maltose, puis le maltose sera dégradé en glucose. Donc, vous voyez qu'en fait, l'amylose, c'est une géante structure en fait, de maltose, et le maltose, c'est quoi? C'est plusieurs glucoses mis côte à côte. Donc, c'est tout simple, c'est logique. Voilà. Et là, je vous ai mis, du coup, l'amylopectine, vous voyez la flèche là?
Enfin, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, bon, je vois pas, je pense pas. Mais du coup, vous voyez la liaison. Ben, ça, c'est une liaison entre une molécule de glucose, donc en C1, et hop, le CH2 que vous voyez, c'est en C6. Donc, l'amylopectine, donc, elle a deux liaisons. Elle a la liaison alpha 1,4 entre les différentes molécules de glucose, qui sont côte à côte, qui sont sur la même ligne. Et hop, elle a sa liaison alpha 1,6 entre le C1 d'un premier glucose de l'amylopectine et le C6 d'un de ces glucoses. Voilà. Donc, j'ai surligné en violet pour alpha. Voilà, il n'y a rien de plus à savoir. Donc, retenez qu'il y a l'amylose et l'amylopectine, ces différentes liaisons. Ensuite, le glycogène. Bon, ça, c'est très important, le glycogène. Si tu veux, tu dois juste cliquer sur le pointeur sur la barre qui apparaît. Alors, merci. C'est bon, j'ai compris. Donc, je pense. Je reviens. Du coup, le glycogène, en fait, le glycogène, c'est exactement la même structure que l'amidon. Donc, vous retenez la structure de l'amidon, sauf que les chaînes d'amylopectine, elles sont plus courtes. Donc, on va dire que ce qui est étendu à la barre, c'est plus court. Et la fréquence des branchements est plus élevée. Tout à l'heure, on a vu que c'était 20 résidus. Et là, c'est tous les 10 résidus. Et au centre, ça va être tous les 3, 4, 5 résidus. Voilà, parce que ça fait une structure comme un peu un escargot. Voilà, bon, ça, c'est pas très important à connaître. Juste retenez que les branches sont plus courtes et que la fréquence des branchements est plus élevée. Voilà. Ensuite, retenez la cellulose. Donc, c'est un polymère linéaire. Tout à l'heure, on a vu donc l'amidon et le glycogène qui étaient ramifiés. Et là, la cellulose, elle n'est pas ramifiée. Donc, c'est le plus simple des polysaccharides. Et pas des liaisons alpha 1,4, c'est des liaisons bêta 1,4. Voilà, c'est tout. Hein. C'est la même structure, c'est du glucose toujours. C'est des homopolysaccharides depuis tout à l'heure, tout ce qu'on voit. L'amidon, je répète, hein, l'amidon, le glycogène et la cellulose, c'est des homopolysaccharides parce qu'ils ont que du glucose dans leur structure. Voilà. L'année dernière, il a rajouté la chitine. Bon, c'est un peu de la cellulose. Je ne sais pas si c'est par des liaisons alpha 1,4. Enfin, c'est dans votre cours de Medibox ou quoi. Je crois qu'il a interrogé en plus l'année dernière sur la chitine. Donc, apprenez bien la chitine. Voilà, il aime bien faire tomber les nouveautés. Si vous allez en cours au glucide, je vous conseille d'y aller. C'est peut-être bien. Et il fait tomber les nouveautés. Donc, ça, c'est important de savoir. Voilà. Ah oui, un truc qui est important à retenir dans la cellulose, c'est qu'il y a une configuration de tête bêche. Donc, en fait, si vous voulez, la cellulose qui n'est pas ramifiée, elle va être liée par des liaisons hydrogènes à une autre molécule, enfin, à l'autre cellulose, hop, hop, hop. Et ça va faire un empilement comme des feuilles, en fait, comme un millefeuille. Et donc, cet empilement, ça va permettre une stabilité très, 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 très importante. Donc, voilà, la cellulose, c'est un homopolysaccharide très résistant. Voilà, vous avez juste à retenir ça. Ensuite, là, on va commencer à voir les hétéropolysaccharides. Donc là, c'est un peu plus... Enfin, c'est pas plus compliqué à retenir, mais c'est un peu plus chaud. Enfin, il y a plus de détails. Donc, la particularité de ces hétéropolysaccharides, donc les glycosaminoglycanes, je vais peut-être dire GAG. Voilà, c'est une bêta 1,4 pour la chitine. Merci, Selena. Du coup, pour la chitine, c'est bêta 1,4. Donc, c'est pareil que la cellulose. Hein. Voilà, c'est pareil que la cellulose. Hop, je reviens sur... hop, voilà. Donc, les glycosaminoglycanes, ils ne sont pas ramifiés. Donc, un jour, c'est possible qu'on vous pose la question dans un QCM. Donc, ça, si on vous met les glycosaminoglycanes sont ramifiés, jamais. Donc, c'est faux. Donc, leur fonction, hydratation des tissus, agrégation plaquettaire, maintien de l'organisme, lubrifier les articulations. C'est beaucoup d'hydratation parce que vous allez voir, c'est très, très, très hydrophile. Donc, ça permet d'hydrater les articulations, les molécules, tout ça. Donc, les hétéropolysaccharides, vous avez un acide hexuronique. Donc, en fait, ça va être un dérivé d'un ose. C'est un hexose, sauf que la fonction alcool primaire, elle a été oxydée. Donc, ça devient l'acide carboxylique. Vous avez vu, quand vous avez le glucose, le C6, ça fait c'est ça, CH2OH. Au lieu que ce soit CH2OH, ça sera COO et le C sera aussi lié à un hydrogène. Donc, il y aura une fonction, non, COOH. Donc, ça a une fonction acide carboxylique. Mais je vous allez le voir tout à l'heure, j'ai fait un petit tableau récapitulatif. Et c'est lié à un hexosamine. Est-ce que vous vous rappelez l'exosamine qu'on a vu dans la diapositive précédente? C'est un hexose, du coup. Et en C2, il va être lié à une chaîne. Voilà. Donc, ce que vous avez aussi à retenir, ce qui est très important, et ce qui ne va pas bouger pour le reste,
c'est que l'acide hexuronique, il va être lié à l'exosamine par une liaison bêta 1,4. Voilà, ça c'est le plus important, bêta 1,4 et acide hexuronique et exosamine. Ensuite, du coup, le premier, est-ce que là on voit? Voilà. Le premier glycosaminoglycane très important, c'est l'acide hyaluronique. De toute façon, vous en avez déjà entendu parler, vous en aurez besoin pour la suite de vos études. Ils disent souvent ça, hein, mais je ne sais pas si c'est vrai. Du coup, l'exose, facile, c'est l'acide bêta-D glucuronique. Vous allez aussi voir le glucuronate, bêta-D glucuronate, c'est pareil, acide glucuronique ou glucuronate, c'est pareil. Donc, bah, c'est le glucose, quoi, qui est sous forme d'acide hexuronique. Donc, au lieu d'être en CH2OH, il est en COOH. Voilà, donc à gauche, qui est lié par une liaison bêta 1,3 à un N-acétyl-bêta-D glucosamine. Donc, c'est toujours du glucose acétylé et aminé par NHCOCH3. Vous voyez sur le C2? Voilà, c'est tout ce qu'il y a à retenir. Et donc, ce motif, c'est le motif de base du glycosaminoglycane. Il va être répété pour l'acide hyaluronique. Oui, il faut savoir les deux composants et la liaison. Ça, c'est des détails, mais malheureusement, il faut le savoir. Il faut le savoir, c'est très important à savoir. Donc, voilà. Et donc, du coup, ce motif disaccharidique, il est lié par une liaison bêta 1,4, du coup, à un autre motif disaccharidique. Donc, si vous voulez, vous avez l'acide hexuronique lié par une liaison bêta 1,3 à l'exosamine, lié par une liaison bêta 1,4 au prochain acide hexuronique, qui lui va être lié à une liaison bêta 1,3 à l'exosamine, ainsi de suite. Ça fait toujours bêta 1,3, bêta 1,4, voilà. C'est tout. Donc l'acide hyaluronique, vous voyez, vous pourrez vous servir du tableau plus tard pour apprendre. Je l'ai fait sous forme de tableau, je pense que c'est bien pour apprendre. Du coup, un petit mot sur l'acide hyaluronique, c'est une molécule chargée très, très, très négativement. Parce que regardez, je reviens sur la diapositive précédente. Vous avez les NHCOH3, ben là, il va y avoir beaucoup moins, COH aussi. Il va y avoir plein de moins un peu partout, donc ça, c'est important. On l'a vu tout à l'heure pour l'hydro, ça sera très hydrophile. Il n'est jamais sulfaté, parce que ça, on va le voir que les suivants, ils vont être sulfatés. Donc, la particularité de l'acide hyaluronique, c'est qu'il n'est jamais, jamais sulfaté. Ensuite, l'acide hyaluronique, c'est celui qui a le poids moléculaire le plus élevé. Retenez qu'il a 50 000 motifs disaccharidiques liés entre eux. Ça, c'est important à connaître, ce petit chiffre. Voilà. Et il y a des propriétés visqueuses et élastiques, on a dit tout à l'heure, ce qui est lié à cette charge très, très négativement. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur l'acide hyaluronique. Ensuite, sous la même forme, l'acide chondroïtine 6-sulfate. Bon, vous ne le prononcerez jamais, mais juste retenez 6-sulfate, au pire si vous voulez. Donc, l'acide hexuronique, l'exose, c'est l'acide bêta-D glucuronique, comme tout à l'heure, comme pour l'acide hyaluronique. Et l'exosamine, c'est le N-acétyl-bêta-D galactosamine 6-sulfate. Donc, on dirait que c'est la mer à boire à apprendre, mais c'est facile. Donc, la structure de base, c'est le N-acétyl-bêta-D galactosamine, comme on a vu tout à l'heure, parce qu'il est acétylé et il y a un mouvement amine, c'est l'exosamine, donc N-acétyl-bêta-D galactosamine. Et vous voyez, sur le 6e carbone, il y a un groupement sulfate. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle 6-sulfate. Donc, toujours lié par une liaison bêta 1,3 et donc ce motif disaccharidique lié aux autres motifs disaccharidiques par des liaisons bêta 1,4. Voilà, donc je peux rien expliquer, il n'y a rien à expliquer de plus, à part si vous n'avez vraiment pas compris quelque chose. Mais c'est juste à apprendre par cœur. Moi aussi, j'ai vraiment galéré à apprendre par cœur, mais je ne sais pas, écrivez sur une ardoise, faites des tableaux et après vous écrivez, faites-vous des quiz. Je ne sais pas, moi je demandais à ma mère des fois de me faire réciter parce que comme elle ne connaissait pas, c'était facile. Dès que je me trompais, elle me disait non, je suis trompée, donc je savais que je m'étais trompée, il n'y avait pas d'erreur possible. Voilà. Donc ça, comparé l'acide chondroïtine 6-sulfate, comparé à l'acide hyaluronique, il y a un petit poids moléculaire et il n'y a que quelques dizaines d'unités disaccharidiques. Voilà, donc c'est tout petit comparé à l'acide hyaluronique. C'est une molécule chargée encore plus négativement que l'acide hyaluronique, parce qu'il y a le groupement sulfate justement, et donc elle est très hydrophile. Ça, on va le retrouver pour les glycoprotéines, je crois. Donc retenez juste que ça va être pour les glycoprotéines. Voilà. Ensuite, il y a l'héparine. Donc, l'héparine, je n'ai pas trouvé de… En fait, si vous avez votre police sous les yeux,
allez à la page, attendez, hein, je vous trouve, c'est à la page 78 du poly 2019-2020. Donc en fait, le prof en cours, il a dit que le motif disaccharidique, il était lié par une liaison alpha 1,4 et que ils étaient liés entre eux par des liaisons bêta 1,4. Sauf que vous voyez sur le schéma, il y a une liaison, enfin c'est une liaison bêta, sauf qu'il y a marqué alpha. Donc nous, notre année précédente, ça c'était une faute, donc c'est bien une liaison alpha. Même si c'est en position bêta sur le schéma, il faudrait qu'il le change, mais bon, je ne sais pas s'il va le changer, ou peut-être qu'il a juste mal centré son schéma. Parce que vous voyez, après, il y a une liaison alpha, qui est bien, et après, il y a une liaison bêta. Donc, juste retenez que le motif disaccharidique, il est lié, donc l'exose, elle est liée à l'exosamine par une liaison alpha 1,4, et ce motif, il est lié à un autre motif, par une liaison bêta 1,4. Donc, là, l'héparine, c'est facile. L'acide hexuronique, c'est plus le glucose. C'est un autre ose différent. C'est l'acide bêta L. Donc, c'est pas D, hein, c'est acide bêta L, hyduronique sulfaté. Donc, c'est juste qu'il y a un sulfate en C2. Et c'est tout. C'est un autre ose. C'est pas du glucose. C'est tout. Et l'exosamine, c'est le N-acétyl-bêta-D glucosamine 6-sulfate. Donc, tout à l'heure, c'était le N-acétyl-bêta-D galactosamine 6-sulfate. Là, pour l'héparine, c'est N-acétyl-bêta-D glucosamine 6-sulfate parce que y a un sulfate en C6 et c'est un exosamine, donc acétylé. Donc, N-acétyl-bêta-D glucosamine. En vrai, je pense que l'ordre des mots, c'est pas important, mais essayez de vous le répéter, ça va rentrer. Moi, je pensais que je l'avais oublié, mais à force de le revoir là, toutes les années, c'est bon, je le connais par cœur maintenant. Voilà. Donc, la partie que j'ai fait avant, j'espère que c'est pas allé trop vite, mais j'essaye de passer vite parce que généralement, c'est des trucs à apprendre par cœur et je préfère passer plus de temps sur la glycolyse et sur la dernière partie qu'il a rajoutée pour mieux vous expliquer. Voilà, j'espère que ça va, vous n'êtes pas trop endormis. Désolée si c'est pas au top, c'est la première fois que je fais ça. Voilà. Voilà, donc du coup, après, ce qui est important, donc là, on va rentrer dans la deuxième partie. Donc, s'il y a des questions sur ça, ça va être dans la deuxième question des glucides. C'est les glycoprotéines. Donc, dans l'année, vous allez faire les protéines, acides aminés, tout ça. C'est un chapitre, moi, que j'aimais pas spécialement parce que je trouvais ça dur au final. Même si tout le monde me dit que c'était pas dur, c'est quand même dur. Donc, pardon, excusez-moi, je parle trop vite. Les glycoprotéines, c'est quoi? C'est des protéines liées par des liaisons covalentes à des glucides. Voilà. Donc, exemple important à retenir, c'est la LH et la FSH. C'est des hormones que vous allez retrouver souvent. Voilà, surtout en embryo, au second semestre, même en UE1, ça c'est important à savoir. Donc, si vous avez vos polis, c'est à la page, à quelle page? C'est à la page 79. Du coup, vous avez la liaison N-ozidique et la liaison O-ozidique. Ce qu'il y a à retenir, c'est que la liaison N-ozidique, c'est facile, c'est l'asparagine. Vous vous souvenez, l'asparagine, juste sa lettre qui désigne, c'est le N, donc d'où N-ozidique. Et c'est en forme bêta, ça sera toujours en forme bêta. Voilà, c'est juste ça qui est à retenir. Vous avez votre ose et ça sera en O, donc bêta. Et la liaison O-ozidique, pardon, c'est avec la sérine et la tréonine, donc O-ozidique de OH, de la fonction alcool. Ça sera toujours en position alpha, donc retenez bêta N et O alpha. Trouvez-vous un moyen mémotechnique, je sais pas, moi j'en avais pas. Je ne sais même pas si je l'ai vraiment appris. Mais bon, apprenez-le quand même. Hein. Et donc du coup, ce qui est différent, c'est que la liaison N-ozidique, elle se fait en co-traductionnel et la liaison O-ozidique, elle est catalysée par des glycosyles. Voilà. Donc, s'il vous pose une question et il vous dit la liaison O-ozidique est-elle formée par processus ou mode co-traductionnel, ben, c'est faux parce que c'est la liaison N-ozidique. Donc voilà, ça c'est important, mais c'est tout. Ah, en fait, là, il n'y a rien de ouf à expliquer, c'est juste que il faut juste retenir les particularités de la liaison N-ozidique et les particularités de la liaison O-ozidique. C'est tout. Et tu te fais un petit tableau avec les différences. Tu mets N et O d'un côté, tu mets le type de liaison, donc c'est alpha ou bêta, l'acide aminé qui est engagé dans la liaison, et ensuite co-traductionnel pour N-ozidique et glycoside O-ozidique. Et là, il n'y a rien à expliquer sur ça parce que c'est juste marqué comme ça dans le cours et dans le poly. Voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. Et si tu as vraiment des questions, tu me reposeras par message ou quoi, et à la fin du cours, comme Chaloul tout à l'heure. Voilà. Ensuite, ce qui est important pour les glycoprotéines, comme vous allez voir tout à l'heure, comme
pour les lipides, c'est que c'est important pour le repliement des protéines parce que, est-ce que vous vous rappelez au premier semestre que les protéines, elles se replient de manière particulière sous différentes, en fonction des différentes enzymes et sous conditions particulières. Donc avec, ça veut dire ça se fait pas comme ça, quoi. Et c'est important aussi pour la solubilité et pour la protection contre la protéolyse parce que les protéines, elles sont souvent dégradées. Donc, avoir des glycoprotéines, ça leur permet, avoir des glucides qui sont liés, ça permet à ce que ce soit moins dégradé. Donc, c'est important pour le transport, par exemple, de ces protéines. Et pour la reconnaissance intercellulaire et intermoléculaire. Voilà. C'est les 4 trucs importants à retenir des glycoprotéines. Mais généralement, ça paraît logique quand vous allez voir. Servez-vous-en aussi pour la BioC. Je sais que ça, c'est important pour la BioC. Vous allez voir dans le chapitre 11, en fonction, quand ça communique, tout ça, ben, c'est important d'avoir des glycoprotéines. Donc là, on passe aux glycolipides. Les glycolipides, c'est vraiment très, très, très important pour les membranes cellulaires sur le feuillet externe. Parce que, comment dire, on va le voir tout à l'heure, la bicouche, vous vous rappelez que la bicouche cellulaire ou moléculaire, elle est hydrophobe et les glucides, ils sont, eux, très hydrophiles. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est important quand il va y avoir des molécules hydrophiles qui arrivent pour les faire rentrer, les faire sortir, tout ça. Donc, ce qui est important aussi, c'est les groupes sanguins. Donc, c'est la page 80 du poly. Du coup, les groupes sanguins. Vous vous rappelez les 4 groupes sanguins A, B, AB et O. Du coup, ce qui est commun à tous les groupes sanguins, c'est la chaîne de 5 oses. Donc, le glucose, le galactose, le N-acétylglucosamine, encore un galactose et le fructose, toujours dans cet ordre. Donc, vous faites, je crois que ça y est, hein, sur le poly, sur le poly, soit vous prenez le schéma du poly, soit vous faites le vôtre. Et en fait, vous voyez le 4e galactose, donc celui qui est entre le N-acétylglucosamine et le fructose, il va être lié par une liaison alpha 1,3 à un N-acétylgalactosamine pour le A. Donc, vous retenez qu'il y a Gala, c'est pour le groupe A. Et pour le groupe B, il va être lié au 4e galactose. Donc, toujours par une liaison alpha 1,3, mais ça sera un galactose et pas un N-acétylgalactosamine. Voilà. Donc, le plus simple, c'est le groupe B parce que c'est un galactose, et le plus compliqué, c'est le groupe A parce que c'est N-acétylgalactosamine. Voilà. Et le groupe O, est lié à aucun des deux. Enfin, il n'y a aucun, il y a que la chaîne des 5 oses et le groupe AB. Donc, c'est logique. Il y a le N-acétylgalactosamine et le galactose. Mais bon, ça, c'est pas très important, le groupe AB et le groupe O. Retenez juste ça. Après, je crois qu'il y en a un, je crois après, enfin, je me rappelle plus trop, mais vous le voyez dans les tissus sanguins. Le groupe O, je crois que c'est donneur universel ou receveur universel. Non, c'est donneur universel. Le groupe AB, c'est receveur universel. Tout ça, ben, c'est en fonction de ces oses-là, liées par liaison alpha 1,3. Voilà, c'est sûr que c'est un peu compliqué le cours des glucides parce qu'il y a beaucoup les liaisons à retenir. Mais ça, justement, si vous l'apprenez maintenant, et ben à la fin de l'année, quand vous allez le revoir KO en novembre, et ben ça sera super facile à revoir, super facile à apprendre. Et ça sera du plaisir. Bon, du plaisir, peut-être que j'abuse, mais ce sera plus facile, quoi. Voilà. Ça, bon, c'est pas très important, c'est l'aspect métabolique. 1 gramme de glucides, c'est 4 calories. Et là, du coup, on va beaucoup s'attarder du coup sur la glycolyse. Retenez, donc la glycolyse, ça concerne le glucose. Il alimente les cellules par son catabolisme, donc par sa dégradation. C'est le seul substrat qui fournit de l'énergie en anaérobie. Donc là, on va voir l'anaérobie, et je crois que pour le Krebs, c'est aérobie. Bon, je me souviens plus, mais c'est un peu lié les deux, mais on va bien voir la glycolyse. Si vous avez la possibilité de revoir avant la rentrée le cycle de Krebs, enfin tout le chapitre de Krebs, ça serait bien aussi, parce que je sais que moi, je l'avais fait pendant ma pré-rentrée, enfin en août, et comme c'était gros cours, c'est plus facile après de voir les plus simples à la fin de l'année quand vous serez fatigué. Voilà. Donc, retenez que c'est important pour les cellules glucodépendantes comme les hématies. Voilà, ça c'est juste que retenez 1 gramme de glucides, 4 kilocalories, les hématies et catabolisme en anaérobie, donc sans oxygène. Donc là, on va faire une partie importante à savoir, c'est l'absorption des glucides. Donc, vous voyez la structure de l'amidon, donc mettez-vous l'amidon en tête. Donc, c'est que des molécules de glucose liées à l'amylose et l'amylopectine. Donc, ça, c'est ramifié, hein, l'amidon. Du coup, quand ça... Attends, je crois que c'est la... Hop.
Non, ça. D'accord. Bon, vite fait l'amidon. Donc, l'amidon, ça va être dégradé, enfin, quand vous allez avaler des aliments, ça va être en premier dégradé par des enzymes de la salive et par des enzymes de l'estomac, tout ça. Donc, ça va arriver sous forme de disaccharides au niveau de l'intestin. Vous avez un schéma 1 d'ailleurs qui vous explique transporteur de l'entérocyte 83. Donc, ça arrive comme ça sous forme de soit de disaccharides, soit de monosaccharides. Et pour être absorbés, ils vont être par les cellules entériques, donc par l'intestin. Il faut absolument que ce soit des monosaccharides. Donc, que ce soit qui soit sous forme de glucose, de fructose ou de galactose ou de mannose, ce que vous voulez, mais sous forme de monosaccharides, hein, pas de disaccharides, sans la c'est très important. Toujours sous forme de monosaccharides pour être absorbé. Donc, vous avez votre cellule, je crois qu'on voit, hein, votre cellule entérique, qui est comme ça, on va dire, on va la schématiser comme ça. Hop, ça arrive. Il faut un transporteur pour le faire rentrer. Là, ça arrive dans la cellule entérique. Et hop, pour le faire sortir dans la circulation sanguine. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a un mécanisme de double entrée. Donc, au niveau de la membrane apicale en haut, qui va être lié au lumen, bon, tout ce qui est digestion, tout ça. Et hop, de sortie au niveau de la membrane basale, donc au niveau sanguin, pour que ça circule dans le corps. Du coup, les glucides, tout à l'heure, je vous ai dit que c'était hydrophile, et la membrane cellulaire hydrophobe, il va donc falloir des transporteurs. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez de votre cours du E3 là, au second semestre avec les transporteurs. Et bien, SGLT, c'est des transporteurs actifs, donc utilisation d'ATP, donc ça peut se faire dans les deux sens. Et GLUT, c'est des transporteurs facilités, donc c'est en fonction ça s'appelle déjà du sens du gradient de concentration. Voilà, merci. Du coup, ça c'est après. Donc, si la glycémie est élevée, donc quand la glycémie est élevée, c'est-à-dire que il y a beaucoup de glucides dans le sang. Donc, il va y avoir beaucoup de transporteurs qui vont faire rentrer le glucose absorbé par voie alimentaire dans les cellules. Donc, c'est pour ça que quand, par exemple, vous mangez, il va y avoir beaucoup de transporteurs qui vont arriver pour faire rentrer tous les glucides qui sont arrivés dans les cellules. Donc, ils vont être stockés sous forme de glycogène. Ça, voilà, c'est pour pas qu'ils soient... Enfin, le corps humain, c'est facile, c'est-à-dire qu'il absorbe tout ce qui est en trop, il rejette tout ce qui est en trop aussi. Donc, quand il va faire rentrer le glucose, ça va être sous forme de glycogène pour le stocker et pour pouvoir s'en resservir plus tard quand on va être en période de jeûne, donc pendant qu'on dort, par exemple. Du coup, retenez l'insuline qu'on va revoir plus tard. L'insuline, je ne sais pas si vous avez entendu parler, si vous connaissez des diabétiques, tout ça. L'insuline, c'est une hormone qui est fonctionnelle chez nous, mais chez les diabétiques, pas fonctionnelle. Du coup, en période post-prandiale, donc ça, c'est quand tu as fini de manger, ça va recruter des GLUT4 qui vont faire rentrer donc, dans le sens du gradient. C'est plus concentré dans le plasma, hop, ça va rentrer dans la cellule. Du coup, l'insuline, en fait, elle va juste faire recruter plein de GLUT4. Et donc, ça va augmenter la perméabilité membranaire, augmenter le passage du glucose dans la cellule qui va être stocké sous forme de glycogène. Et si la glycémie est basse, c'est-à-dire que dans la cellule, il y a plus de glucose que dans le plasma, ben c'est l'inverse. Là, le glucose, il va sortir et il va être dans le sang pour qu'il y ait toujours le même... il faut toujours tout ce qui est nécessaire. Donc, s'il n'y a pas assez de glucides dans le sang, ça va sortir de la cellule pour aller dans le sang. Voilà, c'est tout simple. J'espère que vous avez compris. Dites-moi si vous avez compris. Dites-moi si vous n'avez pas compris. Je passe à la... Donc, voilà. Donc là, on a fini pour le stockage. Mais on verra tout à l'heure encore le stockage. Du coup, est-ce que vous pouvez tous faire... Je vous laisse 1 minute pour prendre une feuille A4. Et on va en avoir besoin, comme ça, vous notez la glycolyse. Je pense que vous avez tous des feuilles sous votre main pour noter bien. Là, on va le faire vite. On ne va pas le faire, avec de belles couleurs, tout ça. Mais je vous conseille de le refaire avec de belles couleurs. Donc, moi, j'ai noté ce qu'il fallait. Il faut une couleur pour les enzymes, donc, qui est surlignée, une couleur pour l'ATP, une couleur pour NADH, une couleur pour le type de réaction. Et par exemple, mettez un gros feutre quand c'est irréversible et quand c'est réversible, vous mettez avec les 2 flèches, quoi. Donc, on attaque la glycolyse. La glycolyse, c'est important pourquoi? C'est important on va partir donc de glucose, le glucose qu'on a mangé, qu'on a absorbé, et là, ça va se dégrader ou se transformer, tout ça, pour fournir de l'énergie à notre corps. Donc, pour le cerveau, pour les muscles, pour le foie, pour les reins, pour toutes ces cellules qui sont pour tous ces organes, pardon, qui sont très importants. Voilà. Donc, la première étape, vous partez d'en haut,
vous partez du coup du glucose 6-phosphate. C'est un glucose phosphaté, voilà, c'est tout. On part du glucose 6-phosphate et on arrive au glucose. Non, pardon. Du coup, on part du glucose et on arrive au glucose 6-phosphate. Donc ça, c'est la première réaction très, très, très importante de la glycolyse, d'accord? Donc ça, vous voyez qu'on passe, enfin, le cofacteur de l'exokinase de l'enzyme, du coup, c'est l'ATP. Et on va utiliser une molécule d'ATP pour créer le glucose 6-phosphate, d'accord? Donc en fait, quand on passe d'une molécule quelconque à cette même molécule phosphatée, on va utiliser de l'énergie. Et en utilisant cette énergie, du coup, on va permettre de transférer un groupement phosphate. Donc là, vous voyez sur la diapo, le groupement phosphate, pardon, il est lié au 6e os, donc du coup, d'où le glucose 6-phosphate. Du coup, je vous ai surligné en vert les enzymes. Donc, il y a l'exokinase et la glucokinase. Retenez que l'exokinase est la plus importante. Elle est ubiquitaire, elle est là de partout, tout le temps, dans toutes les cellules, tous les organes. Et la glucokinase, c'est surtout dans le foie, si je ne me trompe pas, dans le foie. Et est active en période postprandiale ou quand l'exokinase, elle est saturée. Parce que ce qui est important à retenir aussi, c'est que l'exokinase, c'est une enzyme saturante. Donc, vous allez en avoir... elle va être très, très, très fonctionnelle, mais dès qu'elle est pleine, donc dès que tous les glucoses vont être utilisés, et ben, du coup, il n'en aura plus. Et du coup, la glucokinase prend la relève, mais vraiment, c'est très, très, très minime et ça n'arrive pas souvent. Hein. Donc, la première étape, c'est une phosphorylation. Je vous ai mis de cette couleur les noms des réactions. Ça aussi, c'est important à savoir. Le nom des réactions, l'enzyme, les molécules qui interviennent dedans, les oses, les cofacteurs, en fait, tout est important dans la glycolyse. C'est pour ça qu'il faut avoir des couleurs pour tout et un code couleur pour tout. Voilà. Donc, la première étape, c'est une phosphorylation. Elle consomme de l'énergie et du coup, elle est irréversible. Dès que ça met en jeu l'ATP, c'est irréversible. Voilà, retenez ça pour ce cours. Ensuite, deuxième étape, on passe du glucose 6-phosphate au fructose 6-phosphate. Donc, en fait, vous voyez juste qu'on change de dose. Donc, ça s'appelle une isomérisation. Et l'enzyme, c'est la phosphoexose isomérase. Voilà. Donc, c'est pas très, très important. Elle est réversible. Enfin, non, c'est très important. Hein. Retenez-le, hein, parce qu'il faut faire tomber sur ça, hein, la question fatale. Mais voilà, c'est pas non plus la plus importante, phosphoexose isomérase. Est-ce que vous avez le temps de noter? Voilà. À la fin de la glycolyse, je vous donnerai mes méthodes pour mieux apprendre le cycle. Voilà. On ne se perd pas. D'abord, je vous explique tout. Du coup, on passe sur la troisième étape. Troisième étape, très, très importante. Comme tout à l'heure, c'est une phosphorylation parce que regardez, on passe du fructose 6-phosphate au fructose 1,6 biphosphate. Donc, au lieu d'avoir un phosphate en C6, on va avoir deux phosphates et en C6 et en C1. Donc, l'enzyme qui est très, 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 très importante, c'est la phosphofructokinase 1. Donc, la PFK1. Des fois, je vais l'appeler la PFK1 ou la phosphofructokinase 1. Je vais vous dire les deux noms, comme ça, c'est facile. Donc, vous voyez, comme tout à l'heure, le coenzyme, c'est l'ATP. Et donc, ça donne de l'ATP. Donc, ça utilise une molécule, enfin, ça utilise de l'énergie, donc c'est irréversible. Voilà, consommation d'une molécule d'ATP. Donc, à partir de cette étape-là, on est déjà à la troisième étape, on a déjà utilisé deux molécules d'ATP. Hein. Donc, retenez bien ça. Et à partir du fructose 1,6 biphosphate, vous voyez qu'on a deux phosphates. Et bien, du coup, c'est là que ça va être clivé. On va partir dans deux directions différentes avec l'aldolase qui va cliver. Bon, ça, l'aldolase, on passe... je retenais juste que ça coupe. Donc, le fructose 1,6 biphosphate, il va se couper en dihydroxyacétone phosphate. Donc, vous vous rappelez d'ailleurs le dihydroxyacétone et le glycéraldéhyde 3-phosphate. Donc, ce qui va être important de retenir, c'est le glycéraldéhyde 3-phosphate. Voilà. Donc là, on est déjà à la quatrième étape. Il y a un clivage. Hein. C'est tout. J'espère que vous avez le temps de noter. Je vous laisse un peu de temps pour noter si vous voulez. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Normalement, il n'y a pas de questions. C'est juste... il faut bien faire son cycle, il faut bien l'apprendre. Il faut le comprendre un peu, mais voilà, c'est tout. Ensuite, la cinquième étape, ça va être aussi une isomérisation, comme on a vu tout à l'heure, la deuxième étape, ou une interconversion, c'est pareil. Donc, le dihydroxyacétone, lui, il est... Non, apprenez pas les formes. Moi, je sais que j'apprenais pas les formes, mais je me servais de ces formes pour retenir. Par exemple, je sais qu'au début, j'avais un peu du mal. Je me disais, mais où c'est, comment, je vais où pour apprendre? Du coup, je me servais des formes pour mieux retenir. Mais apprenez pas les formes. Ce qui est juste important, par contre, c'est le nom des molécules. Voilà. La deuxième étape, elle est réversible, oui.
Il y a juste, pour l'instant, on a juste vu la première et la troisième qui sont irréversibles. Les autres qu'on a vues, donc la deuxième, la quatrième et la cinquième, celles-là, elles sont réversibles. Les autres, elles sont irréversibles. Parce que là, vous voyez, tu vois, ça n'utilise pas d'ATP, donc elles sont réversibles. Voilà. Donc, apprenez pas les formes, mais apprenez par contre les noms et l'enchaînement des noms. Je sais que c'est comme ça c'est comme ça qu'on apprend le mieux. C'est en restant quand même une poésie où tu te trompes pas des différentes molécules à la suite les unes des autres. Non, si la réaction est réversible, il n'y a pas besoin d'énergie. Voilà. Des fois, il y a des petites particularités, mais là, dans ce cycle de la glycolyse, il n'y a pas besoin d'énergie pour les réactions réversibles. Voilà. Du coup, pour la cinquième étape, le dihydroxyacétone phosphate, il n'est pas utile en fait. On ne va pas continuer dans son sens. Donc, c'est pour ça qu'il va devoir se changer, s'interconvertir, s'isomériser en glycérol 3-phosphate. Donc, l'enzyme, bon, c'est facile à retenir, c'est la triose phosphate isomérase. Triose phosphate parce que c'est des triose phosphate et isomérase pour l'isomérisation. Voilà, donc ça c'est l'enzyme facile à retenir. Voilà. Donc ensuite, vous avez d'un côté du coup le dihydroxyacétone phosphate qui lui va se changer en glycérol 3-phosphate et de l'autre côté le glycérol 3-phosphate. Donc arrivé à cette cinquième étape, vous avez du coup pour une molécule de glucose 2 molécules. D'accord? C'est pour ça qu'en fait on va dire à la fin, je vais vous le répéter, que la glycolyse on part d'une molécule de glucose et qu'on a 2 molécules d'ATP créées. Mais ça arrive à la fin, mais juste retenez un peu pour ça, il y a deux branches et ces 2 branches vont au même endroit. Voilà. Ensuite, la sixième étape, on part du glycéraldéhyde 3-phosphate, donc qu'il soit directement clivé du fructose 1,6 biphosphate ou changé avec le dihydroxyacétone 3-phosphate en 1,3 biphosphoglycérate. Donc, retenez cette sixième étape, elle est importante parce que c'est la première étape qui va former un composé riche en énergie. Donc, tout à l'heure, on utilisait de l'énergie pour arriver à notre composé. Là, un composé va se former et on va créer de l'énergie. Donc, le glycéraldéhyde 3-phosphate, donc prenez vos polis si vous pouvez suivre sur vos polis. Je me remets. Donc, on va dire que c'est une oxydation. Alors, je vais vous expliquer, parce que je sais que moi, j'avais du mal à comprendre en passant oxydation et réduction quand c'était sur ce cycle-là, parce que bon, oxydation, c'est ox plus électron donnerait, normalement, vous devez le savoir. Voilà, on l'apprend en première, à partir de la première. Du coup, est-ce que vous voyez NAD+ et NADH? Donc, on part en fait, le coenzyme, c'est le NAD+, et on va arriver au NADH. Donc, en fait, c'est un hydrogène du glycéraldéhyde 3-phosphate qui va être transféré sur le coenzyme. Et du coup, dans le 1,3 biphosphoglycérate, il va disparaître cet hydrogène. Alors, il est où? Je le retrouve. Ah, vous voyez le premier carbone sur le premier et le deuxième schéma, il y a un hydrogène. Et bien cet hydrogène-là, il va partir et va se greffer un nouvel oxygène et un phosphate. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une oxydation. Voilà, c'est marqué sur votre. Enfin, c'est marqué sur le poly, mais ça, il le dira en cours si vous allez en cours et c'est marqué sur vos cours. C'est une oxydation. Retenez que la sixième étape, lors de la formation du 1,3 biphosphoglycérate, c'est la formation du premier composé riche en énergie. Et l'enzyme glycéraldéhyde 3-phosphate déshydrogénase. Donc en fait, une oxydation et une déshydrogénation, c'est la même chose. Voilà, mettez-vous ça dans la tête. Il y a oxydation qui est différente de réduction, mais l'oxydation, c'est pareil que la déshydrogénation. Et au lieu de dire glycéraldéhyde 3-phosphate oxygénase, donc ça ne se dit pas, donc on dit déshydrogénase. On dit déshydrogénase parce qu'on va enlever un hydrogène du premier composé par rapport au second, et pour le transférer sur le coenzyme. Voilà. J'espère que vous avez compris. Sinon, je réexpliquerai à la fin, mais je vais un peu réexpliquer chaque fois pour l'oxydation et la réduction. Ensuite, la septième étape, on part du 1,3 bisphosphoglycérate et on va arriver au 3-phosphoglycérate. Donc là, on va perdre un phosphate. Et donc ça, c'est la première oxydation phosphorylante. Donc retenez bien, oxydation phosphorylante. Donc comme tout à l'heure, le même schéma tout à l'heure, on va enlever un hydrogène du premier composé et remettre un oxygène, donc c'est une oxydation. Voilà. Et c'est phosphorylant parce qu'on va rajouter c'est phosphorylant parce que vous voyez le 1,3 biphosphoglycérate, il y a 2 phosphates. Et dans le 3-phosphoglycérate, il n'y en a plus qu'un de phosphate. Et il va être transféré à l'ADP pour former de l'ATP. Donc là, pour l'instant, on avait utilisé
deux molécules d'ATP dans la première et la troisième réaction. Et là, dans ces deux branches, on les retrouve, on va les recréer. Donc, on recrée deux molécules d'ATP. Donc, cette enzyme, c'est la phosphoglycérate kinase. C'est la phosphoglycérate kinase parce que vous allez voir que celle d'après, c'est la phosphoglycérate mutase. Voilà. Là, c'est encore réversible. Oui, oui, là, c'est toujours réversible. Si je ne précise pas que c'est irréversible, c'est que c'est réversible. Voilà. Donc, vous allez voir pourquoi tout à l'heure c'est réversible, parce que quand on va dans l'autre sens, ça sera les mêmes réactions, et les réactions irréversibles, elles vont être substituées par d'autres enzymes. Voilà. Donc là, on en est à la 7e étape. J'espère que vous avez le temps de tout noter, sinon vous suivez sur votre poly ou sur votre cours. Mais je le répète, vraiment, c'est important de faire son cycle. Vraiment. Il y en a qui vous diront que les fiches, c'est pas important, mais par contre, le cycle, c'est important de la glycolyse. Voilà. Ensuite, la 8e étape, on arrive bientôt à la fin. On part de la 3 phosphoglycérates aux 2 phosphoglycérates. Donc, vous voyez phosphoglycérate mutase parce qu'on mute. C'est un réarrangement intramoléculaire, c'est une isomérisation, interconversion, comme vous voulez, c'est pareil. Juste qu'on passe du 3 phosphoglycérates aux 2 phosphoglycérates, c'est la même chose. Donc, c'est par la phosphoglycérate mutase. Retenez que le cofacteur, c'est le 2,3 diphosphoglycérate. Ça peut tomber, donc retenez bien qu'il y a un cofacteur pour cette 8e étape. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à savoir pour la 8e étape. Elle n'est pas... Apprenez-la, hein, tout est important, mais je veux dire, c'est pas... Enfin, s'il veut piéger, il peut interroger sur la 2e et la 8e étape, parce que généralement, c'est un peu celle qu'on laisse de côté, parce que c'est les moins... Je veux dire, il n'y a pas de gros trucs à savoir comparé aux autres. Donc, voilà, mais apprenez bien. De toute façon, pour apprendre tout le cycle de glycolyse, il faut tout savoir. Hein, il n'y a pas de secret. Ensuite, la 9e étape. Donc, la 9e étape, là, elle est importante parce qu'on passe du 2-phosphoglycérate au phosphoénolpyruvate. Donc là, c'est une déshydratation parce qu'on fait partie de H2O. Voilà, H2O en moins, c'est tout simple. L'enzyme, c'est l'énolase avec un cofacteur. Donc là, c'est la 2e étape où il y a un cofacteur à préciser, c'est le magnésium. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Retenez bien l'enzyme, faites bien vos... Voilà, c'est bon. Jusque-là, tout le monde suit. Je bois un peu, hein, désolée, puisque ça fatigue. Voilà. Et du coup, la 10e étape, l'une des plus importantes, celle-là, pour tout le monde, elle est irréversible, d'accord? Donc, retenez bien qu'elle est irréversible dans la glycolyse et elle sera aussi irréversible dans la néoglycogénèse. Du coup, vous passez au phosphoénolpyruvate et vous allez arriver au pyruvate. Donc, vous voyez que le pyruvate, il n'y a plus de phosphate, alors que dans le phosphoénolpyruvate, il y a un pyruvate. OK, il y a un pyruvate, il y a un phosphate. Qu'est-ce que je dis? Du coup, vous partez de l'ADP, vous transférez le phosphate du phosphoénolpyruvate sur l'ADP, donc ça donne de l'ATP, et du coup, vous arrivez au pyruvate. C'est facile, c'est catalysé par la kinase, où il n'y en a qu'une, vous n'entendez qu'une seule fois pyruvate. Donc, c'est facile, c'est catalysé par la pyruvate kinase. Ensuite, ce qui est important aussi à retenir avec ce prof, c'est qu'il aime bien interroger sur les pathologies. C'est important, donc je ne vais pas m'attarder dessus parce que c'est juste du par cœur. Vous apprenez qu'il y a une pathologie possible de cette enzyme, donc l'anémie hémolytique autosomique récessive par déficit en pyruvate kinase. Anémie hémolytique autosomique récessif, hein, voilà. C'est bête et méchant, vous apprenez ça. Et je crois qu'il y a d'autres enzymes qui sont aussi qui peuvent avoir des pathologies. Donc, il n'y a rien de plus à dire. Vous mettez une couleur pour les enzymes qui peuvent avoir des pathologies. Moi, je sais que j'avais une couleur aussi pour les pathologies. Voilà, où vous mettez pathologie, petite attention, un truc comme ça. Voilà. Donc là, je repars juste du début. Vous voyez, vous avez votre cycle. Vous utilisez une molécule d'ATP à la première étape. Vous en utilisez une autre molécule d'ATP à la troisième. Donc, ça fait que vous avez utilisé 2 molécules d'ATP. Ces 2 molécules d'ATP, vous les retrouvez à la 7e étape, à celle-ci, parce que vous voyez, c'est pareil, hein, il y a les 2 branches. Donc, comme le 3, il y a un phosphate qui se perd et qui se met sur l'ADP pour former de l'ATP. Hop, on retrouve ces 2 molécules d'ATP. Donc, c'est comme si le bilan était à 0, là. Et là, hop, la 10e étape, on va recréer 2 molécules d'ATP. Donc, le bilan de la glycolyse, c'est la création de 2 molécules d'ATP. Est-ce que là, pour l'instant, ça va pour tout le monde? Si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas pour la glycolyse. Voilà, c'est juste des petites particularités à savoir, mais sinon, il n'y a rien de plus à savoir. Voilà, ensuite,
Donc, le dernier composé, c'est le pyruvate. Donc, ce pyruvate, lui, c'est l'énergie, en fait. Non, un cofacteur, c'est pour aider l'enzyme. Voilà, c'est... je ne sais pas si vous vous rappelez comment dire, en enzymologie, vous vous rappelez de la lactate déshydrogénase, d'ailleurs, on va la revoir. Le coenzyme, c'est le NADH, et vous savez, ça aide à avoir le H qui va après se remettre en fonction de la lactate ou du pyruvate. Ça sert à garder les composés, un peu les molécules qui vont sortir du cycle. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Oui. Oui, cofacteur égale coenzyme. Ouais. Retenez juste que dans ce cours, ça s'appelle cofacteur, mais ouais, c'est coenzyme. Voilà. Après, je veux dire, l'enzyme, par exemple, c'est la pyruvatinase, mais par exemple, le NADH ou le magnésium ou tout ça, c'est pas des enzymes, tu vois. Mais on va dire, c'est un peu, parce que ça va pas catalyser la réaction, mais ça va aider à catalyser la réaction. Je veux dire, sans ces cofacteurs ou sans ces coenzymes, si tu veux, la réaction se fait pas comme dans le cours d'enzymo au premier semestre. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Vous embêtez pas trop avec les cofacteurs. Retenez juste le nom au cas où, vraiment. Vous embêtez pas spécialement, mais retenez-le. Voilà. Ensuite, donc à partir du pyruvate, qui va être de l'énergie, vous allez avoir deux possibilités de voie métabolique, soit la glycolyse anaérobie quand il n'y a pas d'oxygène, ou la glycolyse aérobie quand là, il y a de l'oxygène. Et donc, la glycolyse aérobie, c'est le cycle de Krebs. Vous vous rappelez, moi, je ne sais même plus où il atterrit, le pyruvate, dans le cycle de Krebs, mais il atterrit quelque part. Donc, bon, je vous renvoie au cycle de Krebs. Bonne chance. Mais ce n'est pas le plus horrible, le cycle de Krebs. Hein. Vous le faites beau, bien surligné, avec de belles couleurs, et ça deviendra sympa à apprendre. Voilà, moi, j'aimais bien, je sais. Ensuite, donc, glycolyse anaérobie, ça, c'est un petit clin d'œil à votre cours d'enzymo aussi. Donc, vous partez du pyruvate. Donc, ça, c'est à la page 90 de votre poly. Donc, vous voyez, vous avez le pyruvate qui a une fonction j'ai pas mis le schéma. J'ai pas mis le schéma pour ceux qui ont que le diapo, mais imaginez que vous avez 3 carbones et le carbone du milieu, il a une fonction cétone, donc C double liaison O. Et du coup, ce pyruvate, il va être réduit en lactate. Donc, qui dit réduction, dit fonction, double liaison en moins. Donc, vous allez, réduction. Vous allez avoir H à la place de CO double liaison. CO double liaison. Donc, quand on dit réduction, c'est vous partez du NADH et vous arrivez au NAD. Pour l'oxydation, c'était l'inverse. Donc, en fait, c'est l'inverse. Si vous voulez, je vous... Voilà, c'est ça. OK. Merci, Célena. Désolée, hein, je n'ai pas revu le cycle de Krebs pour votre plaisir. J'avoue que je n'avais pas trop envie. Voilà. Ensuite, donc, le pyruvate, il va être réduit en lactate par la lactate déshydrogénase, la fameuse. Et cette lactate, après, elle va être réoxydée en pyruvate. Enfin, les deux, ils se réoxydent et se réduisent en fonction de ce qui est besoin. Donc ça, c'est très, très important pour le globule rouge. On l'a vu tout à l'heure pour l'hématie, qui ne possède pas de mitochondries. Donc, il n'y a pas de possibilité de faire de l'énergie, comme dans le cas où il y a les mitochondries avec le cycle de Krebs. Donc, il doit produire de l'énergie pour l'intégrité de sa membrane, pour que sa membrane tienne. Voilà. Donc, je vous ai pas mis de schéma parce qu'il y a un schéma dans le poly que vous retrouvez sur Internet. Hein, c'est le schéma de base d'Internet. Donc, est-ce que si tout le monde a fait son cycle, c'est bien, reprenez-le, enfin, vous l'avez sous les yeux, je pense. Alors, vous vous mettez à la 3e étape, donc avec la PFK1, la phosphofructokinase 1. C'est une enzyme importante parce que c'est cette enzyme qui va permettre de régler comment dire, si on va dans le sens glucose pyruvate ou dans le sens pyruvate glucose. Donc, si on a besoin d'énergie ou si on a besoin de stock de glucose. Donc là, on imagine on est dans le cas où le niveau énergétique est bas, c'est-à-dire que l'AMP est très important et en quantité très ou trop importante. Et l'ATP a été utilisé par la cellule, donc pour des raisons quelconques, parce que la cellule a besoin d'ATP. Donc, l'AMP qui est en quantité
plus importante que l'ATP, elle va activer la phosphofructokinase 1, donc la PFK1, la PFK1 va activer la pyruvate kinase, et donc du coup le sens de la réaction, ça va être du glucose vers le pyruvate. Donc on part d'une réserve, donc de ce que vous avez mangé, pour créer de l'énergie, parce que vous n'avez plus d'énergie dans votre corps, parce que vous n'avez plus d'énergie dans vos cellules, et elles en ont besoin. Donc elles vont partir du glucose pour du coup arriver au pyruvate et créer de l'énergie. Voilà. Et en inverse, quand il y a trop d'ATP, donc c'est-à-dire quand vous avez mangé, que tout a été transformé en ATP, là vous avez trop d'ATP et du coup la cellule elle en a trop et ça lui sert à rien. S'il y en a trop, c'est même ça peut être néfaste. Bon, ça on va pas rentrer dans les détails parce qu'on s'en fout, mais je veux dire, vous avez trop d'ATP, donc sous forme de pyruvate, vous avez l'ATP qui va activer, enfin non, qui va du coup là cette fois-ci inhiber la PFK1, la PFK1 qui va inhiber la pyruvate kinase, et du coup la pyruvate kinase elle va inhiber l'exokinase. Donc, du coup, en fait, vous allez rester avec du glucose. Au lieu que le glucose soit et ça va se stopper dans les étapes en rétrospectif. Et du coup, il y aura juste du glucose. Donc, le glucose qui va pouvoir être utilisé par la cellule pour quelconque raison. Donc, dans le sens ATP, s'il y a trop d'ATP, hop, création de glucose. Et s'il n'y a pas assez d'ATP, donc s'il y a trop d'AMP, hop, création de pyruvate pour créer de l'ATP. Voilà, ce qui est facile avec ça, c'est que ça fonctionne en sens inverse. Donc, j'espère que vous avez compris. J'espère que j'ai bien expliqué. Si j'explique mal, dites-moi que je vous réexplique. Là, normalement, j'espère que j'ai bien expliqué. Voilà. Ça c'est important, le rapport ATP et AMP, parce qu'on va aussi le retrouver dans des futurs cycles. Hein. Voilà, donc là, dites-vous qu'à partir de ce moment-là du diapo, on a fait les 3/4 du cours. Donc, si vous avez retenu jusque-là, si vous avez compris quelques trucs, déjà, c'est super important. Après, vous allez avoir des maths, des stats, bonne chance. Et essayez de bien remettre au propre votre cycle des glucides, de bien faire vos fiches. Parce que là, vous avez encore un peu le temps, vous êtes en vacances. Enfin, en vacances, vous n'êtes pas en vacances du coup. Mais vous avez le temps de faire vos belles fiches avec de belles couleurs pour alpha, de belles couleurs pour bêta. Donc, j'espère que jusque-là, tout le monde a un peu compris. L'AMP, standard, tu as l'AMP, l'ADP et l'ATP. En fait, c'est adénine, mono, di ou triphosphate. Donc, l'AMP, il y a un phosphate. L'ADP, il y a 2 phosphates. Et l'ATP le plus important, donc l'énergie, il y a 3 phosphates. C'est quel cours ça? C'est le cours, je ne sais pas si c'est le cours des acides nucléiques ou régulation, transcription, tout ça. Mais vous allez le voir en UE1. Mais en fait, tu as une structure, l'adénine ou l'adénosine, et tu as mono, di ou triphosphate. Voilà, c'est 1, 2 ou 3 phosphates. J'espère que du coup, j'ai répondu à. Ouais, c'est bioénergétique. Voilà. Nickel. Donc, ce sera le début du cours de cycle de Sanda, si tu veux t'y remettre. Mais c'est l'adénine ou l'adénosine avec 1, 2 ou 3 phosphates. Voilà. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Du coup, là, après la glycolyse, on se remet dans la néoglucogénèse. La néoglucogénèse, c'est quoi? C'est de la formation de glucose à partir de précurseurs non glucidiques. Bon, moi, je dis à partir de pyruvate. Mais justement, on va pas partir du pyruvate parce que le pyruvate, il va être utilisé pour l'énergie. Donc, justement, il n'y a pas de pyruvate qui se balade comme ça dans la cellule. Donc, on va partir de l'alanine, de la lactate, qu'on a vu tout à l'heure. Le pyruvate est changé en lactate, et de glycérol. Glycérol, vous vous rappelez, c'est chapitre des lipides. Hein. Donc voilà, ça aussi, les lipides, si vous pouvez le faire avant la rentrée, c'est cool. Donc tout le monde, les 7 étapes en commun avec la glycolyse, ça va être les 7 étapes réversibles. Donc toutes celles qui sont réversibles, ça va être en commun. Et ensuite, il y a 3 étapes substituées par des enzymes différentes. Donc la première, la 3e et la 10e, comme elles sont irréversibles, ça va pas pouvoir être le sens inverse. Donc, il va falloir avoir de nouvelles enzymes pour pouvoir aller en sens inverse, quoi. Mais ça va pas être, du coup, ce qui est très important, tout est important, mais ce qui est très, très, très important, ça va être les 3 enzymes irréversibles de la glycolyse et les 3 enzymes irréversibles de la néoglucogénèse. Donc, sauf qu'il y a aussi des particularités, hein, bien évidemment, sinon ça serait trop simple. La première étape en fait de la néoglucogénèse, ça va être une première étape avec plein d'étapes dedans. Donc vous avez le pyruvate. Le pyruvate,
qui rentre du cytosol dans la mitochondrie. Donc là, on n'est plus dans les hématies, hein, parce que dans les hématies, je vous rappelle qu'il n'y a pas de mitochondrie. Ensuite, du pyruvate, on va passer à l'oxaloacétate. Donc ça, c'est c'est une carboxylation. Voilà. L'oxaloacétate, vous vous rappelez, on le retrouve aussi dans le cycle de Krebs. Du coup, on passe du pyruvate à l'oxaloacétate par une carboxylation aux dépens d'une molécule d'ATP. Donc, on utilise une molécule d'ATP. Vous voyez, on passe de l'ATP à l'ADP et un phosphate inorganique qui s'en va. Donc, c'est pas marqué si c'est réversible ou irréversible. Honnêtement, je ne vais pas vous dire n'importe quoi. C'est juste qu'il n'a pas précisé dans le cours. Je ne sais pas s'il le précisera cette année. Mais retenez, enfin, on s'en fout. Voilà. Ensuite, je passe à la diapo suivante, mais c'est le même schéma. Donc, de l'oxaloacétate, on va passer au malate. En fait, je vous explique pourquoi on passe au malate. Normalement, si tout se passait bien, si c'était simple dans notre corps, on devrait juste avoir l'oxaloacétate et hop, il passerait au phosphoïnol pyruvate. Sauf que le problème, c'est que l'oxaloacétate, il ne peut pas sortir de la mitochondrie parce qu'il n'a pas de transporteur spécifique qui peut le faire sortir de la mitochondrie. Il est obligé du coup de se transformer en malate pour pouvoir sortir. Et ensuite, quand il est sorti dans le cytosol, il va se retransformer en oxaloacétate. Donc, de l'oxaloacétate dans la mitochondrie, vous passez en malate. Donc, vous voyez, vous passez, enfin, le cofacteur, c'est le NADH et qui passe en NAD. Donc, ça va être une réduction, mais elle s'appelle la malate déshydrogénase. Voilà, c'est une particularité. C'est une oxydation, mais ça va passer en déshydrogénation. Enfin, c'est une réduction, mais c'est la malate déshydrogénase parce que justement, quand on passe du malate à l'oxaloacétate, on réoxyde. Donc, du coup, c'est la même enzyme, en fait, sauf que l'une est cytosolique et l'autre est mitochondriale. Donc, vous retenez, bon, normalement, il ne vous posera pas la question si c'est une oxydation ou une réduction. Juste retenez que c'est une réduction de l'oxaloacétate au malate. Que le malate, il sort tranquillement, lui, de la mitochondrie avec un transporteur, qu'il arrive dans le cytosol. Hop. Et qu'on arrive de l'oxydation du malate en oxaloacétate. Donc, comme tout à l'heure, la réaction inverse, sauf que au lieu que ce soit la malate déshydrogénase mitochondriale, bon, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais c'est mitochondrial. Et là, ça va être la malate déshydrogénase cytosolique. Voilà. Donc, vous arrivez à l'oxaloacétate. Voilà. Bon, jusque-là, c'est un peu des petites étapes comme ça. Ça vous paraît un peu sorcier, je ne sais pas, mais après, ça va être tout simple. Vous allez voir, c'est juste, oh là là, pyruvate, oxaloacétate, malate, oxaloacétate. Voilà. Donc, retenez que les premières enzymes de la néoglycogénèse, elles se trouvent dans la mitochondrie, hein, par comment ça s'appelle, la pyruvate carboxylase et la malate déshydrogénase mitochondriale, elles sont dans la mitochondrie. Voilà. Ensuite, on repart dans le cytosol exactement comme dans la glycolyse. Donc là, ça va un peu se simplifier. Du coup, de l'oxaloacétate, on va passer au phosphoïnol pyruvate. Donc le phosphoïnol pyruvate, normalement, ça vous dit quelque chose. C'est le 9e ou le 10e composé. C'est le 9e composé, je crois, de la glycolyse. Donc c'est une décarboxylation au dépend d'une molécule de GTP. Donc ça va être la seule, normalement, c'est la seule réaction où il y a du GTP. Donc de l'oxaloacétate au phosphoïnol pyruvate dans la néoglycogénèse, c'est la seule réaction où on va utiliser du GTP. Donc on utilise du GTP en GDP et on appelle ça une décarboxylation parce que regardez, il y a du CO2 qui s'en va, quoi. Donc ça s'appelle une décarboxylation qui est catalysée par la phosphoénol pyruvate carboxykinase. Donc retenez bien cette enzyme parce que c'est la première enzyme qui est spécifique de la néoglycogénèse. D'accord? Donc ça, par exemple, il peut vous poser des questions. S'il vous dit, normalement, il vous poserait comme question la phosphoïnol pyruvate carboxykinase est la première enzyme spécifique de la néoglycogénèse. Donc vous répondiez oui. S'il vous dit la pyruvate carboxylase, donc celle qui catalyse la transformation du pyruvate en oxaloacétate, c'est la première enzyme spécifique de la néoglycogénèse. Normalement, c'est faux. Hein. Techniquement, c'est vrai parce que c'est la première qui intervient, mais c'est faux parce que c'est la PEP carboxykinase. Retenez juste que c'est ça. Et là, je vous ai mis la petite pathologie, hypoglycémie autosomique récessive. Bon, c'est un peu toujours pareil, les pathologies, mais retenez les enzymes qui ont des pathologies. Voilà. C'est tout. Et vous avez bien remarqué que du coup, tout à l'heure, c'était la pyruvate kinase, donc du phosphoïnol pyruvate au pyruvate qui avait une possibilité de pathologie. Et là, du coup, en gros, c'est un peu l'inverse de la pyruvate au PEP qui a une pathologie. Sauf que bon, là, c'est l'oxaloacétate parce que c'est un intermédiaire. Voilà. Ensuite,
Du coup, du phosphoénol pyruvate au fructose 1,6 biphosphate, c'est que des réactions réversibles, donc c'est les mêmes réactions que la glycolyse, sauf que c'est en sens inverse. Voilà. Au lieu de passer du premier au deuxième, on passer du second au premier. Enfin, voilà, il y a pas, comme c'est irréversible, il n'y a pas de. Pardon, comme c'est réversible, il n'y a pas de sens. Voilà. Donc, hop, c'est réversible. On revient à la troisième étape. On revient au fructose 1,6 biphosphate. Du coup, vous vous rappelez que le fructose 1,6 biphosphate, il va être clivé pour former deux molécules. Et du coup, ben là, comme on est en sens inverse, on va avoir besoin de deux molécules de pyruvate ou d'oxalocétate ou de PEP, comme vous voulez, pour arriver du coup au fructose 1,6 biphosphate. Donc, on part de deux molécules différentes, hop, qui arrivent au même point pour permettre de faire le fructose 1,6 biphosphate. Donc, tout à l'heure, on passait donc tout à l'heure du fructose 6-phosphate au fructose 1,6 biphosphate, c'était une phosphorylation. Là maintenant, ça va être une hydrolyse. Voilà, c'est juste qu'il y a l'H2O qui s'en va et un phosphate inorganique qui s'en va. Donc quand il y a un phosphate inorganique qui s'en va, eh bien c'est une réaction réversible. Retenez que l'enzyme c'est la fructose 1,6 biphosphatase, justement parce qu'on va enlever un phosphate, donc phosphatase. Voilà, c'est plutôt simple. Hein. L'autre c'est phosphophotokinase 1, kinase parce que ça va phosphoryler, et la phosphatase parce que ça va déphosphoryler justement. Voilà, j'espère que vous avez compris. Phosphorylation pour la glycolyse et les hydrolyses pour la non-glycogénèse. Ensuite, on passe du glucose, enfin, on passe du glucose, enfin, du fructose 6-phosphate au glucose 6-phosphate. Comme tout à l'heure pour la glycolyse, c'est réversible. Donc, c'est la même enzyme, c'est la phosphohydroxydamérase. Hein. Je ne me trompe pas. C'est la phosphohydroxydamérase, comme tout à l'heure. Donc, elle va catalyser et le passage de glucose au fructose, et le passage du fructose au glucose. Du coup, là, on arrive au glucose 6-phosphate, qui est le deuxième composé de la glycolyse et l'avant-dernier de la néoglucogénèse. Et du coup, comme tout à l'heure, c'est une hydrolyse au lieu d'être une phosphorylation. Donc, c'est une étape irréversible, catalysée par la glucose 6-phosphatase, même structure d'enzyme que la précédente. Et là, justement, vous vous rappelez tout à l'heure, on a vu des enzymes qui étaient dans la mitochondrie. Ensuite, toutes les autres enzymes, elles sont dans le cytosol. Et là, justement, elles vont être dans le réticulum endoplasmique. Retenez, ça tombe souvent en concours, ça tombe souvent dans les QCM, tout ça que vous allez faire au TAM. La glucose 6-phosphatase, elle est dans le réticulum endoplasmique des cellules hépatiques et du rein, mais jamais dans le cerveau et dans les muscles. Donc, je vous forme un QCM, par exemple. Si on vous dit la glucose 6-phosphatase catalyse des réactions du glucose 6-phosphate au glucose dans le cerveau, c'est faux. Dans les muscles, c'est faux. Par contre, si ils vous disent la glucose 6-phosphatase catalyse les réactions du glucose 6-phosphate au glucose dans le RE des cellules hépatiques, c'est vrai. Voilà. Donc, retenez bien, hépatique et rein, c'est vrai, et cerveau et muscles, c'est faux. Bon, ça, en vous trompant pas, vous allez le retenir, hein, c'est pas le plus dur. Faites-vous des couleurs et pour le réticulum endoplasmique et pour la mitochondrie, et quand c'est pas en couleur, ben, c'est que tout le reste est dans le cytosol. Voilà. Donc là, on a fini la néoglycogénèse. Donc, comme tout à l'heure, ça, c'est une diapo encore explicative sur le rapport ATP-AMP. Donc, quand le rapport ATP-AMP est faible, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'AMP, donc tout l'ATP est utilisé par la cellule, on va en produire, donc on va aller dans le sens glycolyse. Et quand l'ATP-AMP est élevé, donc il y a trop d'ATP, on va aller dans le sens néoglycogénèse pour garder le glucose ou former le glucose comme vous voulez. Elle fonctionne en sens inverse. Très important, elle fonctionne toujours en sens inverse. Ça, elle vous interrogera pas en disant elle fonctionne en sens inverse, mais c'est pour votre compréhension de dire si l'une est activée, l'autre est inhibée. C'est logique. On ne peut pas faire l'un et l'autre en même temps. Voilà. Voilà. Bon là, mince, désolée, j'avais oublié de surligner avec des couleurs tout ça. Bon, c'est pas grave. Donc, vous voyez, tout à l'heure, il y avait la régulation par l'énergie. Là, il va y avoir une régulation allostérique. Donc ça, je ne sais pas si vous aviez bien compris l'année dernière en tant que primant. Moi, je sais que quand j'étais primante, je n'avais rien compris. Je crois que je ne l'avais même pas fait d'ailleurs. Le rôle de la fructose 2,6 biphosphate. Alors, du coup, c'est une enzyme qui n'intervient pas directement dans les cycles de la glycolyse. Donc, ça doit vous dire quelque chose, la fructose 2,6 biphosphate, c'est parce que la fructose 1,6 biphosphate, c'est un composé du coup du
de la glycolyse, mais pas de, enfin, quand il y a 2, chaque fois qu'il y a un 2 dans la glycolyse, c'est que c'est pas de la glycolyse. Voilà. Donc, par contre, elle est très, très, très importante pour la modulation des cycles. Donc, par exemple, on va dire la concentration, elle est élevée en glucose. Ça veut dire que l'ATP, enfin, l'AMP est important, donc ça, c'est un peu lié. Il y a beaucoup de glucose et il n'y a pas assez d'énergie. Donc, vous avez la phosphofructokinase 2. Ça, c'est une enzyme allostérique qui est déphosphorylée, qui va activer la fructose 2,6 biphosphate, qui lui-même va activer la PFK1, donc la phosphofructokinase 1. Ça, c'est une enzyme de la glycolyse. Hein, vous vous rappelez, c'est le passage du fructose 6-phosphate au fructose 1,6 biphosphate. Et du coup, ça va aller dans le sens glucose vers glycolyse. Donc, on va dégrader en gros le glucose. Voilà. Donc, je vous répète, vous prenez le PFK2 loin. Hop, PFK2 déphosphorylé qui arrive au F2,6 biphosphate qui va activer la PFK1. Là, hop, PFK1, on est dans le cycle et qui va augmenter du coup dans le sens glucose vers pyruvate. Voilà. Donc ça, j'espère que c'est clair pour la régulation allostérique. Du coup, on sait que ça fonctionne toujours en sens inverse, hein, glycolyse inoglycogénèse. Donc du coup, attendez, je retourne sur ça. Hop. Si la PFK2, elle est phosphorylée, donc la F2,6 biphosphate, donc la fructose 2,6 biphosphate, elle est inactivée. Enfin, elle va moins fonctionner, donc du coup, ça va inactiver la PFK1 et du coup, ça va garder le glucose. Donc ça, c'est si la concentration en glucose, elle est basse. Voilà. En fait, il faut se faire plein de schémas, il faut se tromper sur les schémas, il faut s'en refaire, il faut apprendre toutes les petites particularités de déphosphorylé, phosphorylé. Voilà. Donc là, quand elle est déphosphorylée, elle va activer. Hein. Ça, c'est important à savoir. Parce qu'il peut vous poser la question, la PFK2, lorsqu'elle est phosphorylée, va activer la glycolyse, alors que c'est faux, c'est quand elle est déphosphorylée qu'elle va activer la glycolyse. Voilà. Il y a beaucoup de mots comme ça dans tous les sens. J'espère que j'explique bien, je ne vais pas trop vite. Voilà, je vous le dis au cas où, parce que je sais qu'il faut préciser tout le temps. Voilà. Donc, en plus de la régulation énergétique, de la régulation allostérique par les enzymes, il va y avoir la régulation hormonale par les hormones, du coup. Donc, l'insuline, ça, vous allez en avoir besoin, surtout si vous voulez faire médecine dans votre stage hospitalier, c'est toujours important de savoir l'insuline, voilà, quand est-ce qu'il faut en mettre, quand est-ce qu'il ne faut pas en mettre, parce que moi, je sais qu'on m'a un peu piégé dans mon stage. Donc, apprenez l'insuline et le glucagon. Donc, l'insuline, elle, c'est une hormone hypoglycémiante. Donc, justement, c'est quand vous allez manger, il va y avoir trop de glucides, pas trop, mais il va y avoir beaucoup de glucides hors de la cellule, et elle va faire entrer l'insuline dans la cellule. Du coup, comme il y a elle se place dans le cas où il y a beaucoup de glucose, l'insuline activer la glycolyse. Et comment elle va activer la glycolyse? Et ben, elle va déphosphoryler la PFK2, qui va activer la F2,6 biphosphate, qui va activer la PFK1, et donc activer la glycolyse. Alors que le glucagon, par exemple, c'est quand il n'y a pas assez de glucose, donc il va phosphoryler la PFK2, et donc du coup, on va avoir une inhibition de la glycolyse pour du coup avoir une activation de la néoglucogénèse, pour stocker le glucose, pour éviter de le dégrader. Voilà. Donc en fait, il y a toujours des trucs qui fonctionnent en sens inverse. L'insuline, ça va activer la glycolyse, et le glucagon, ça va inhiber la glycolyse et activer la néoglucogénèse. Voilà, au pire, vous faites des petits schémas, voilà, vous mettez un petit post-it, insuline, ça active la glycolyse, et glucagon, ça active la néoglucogénèse. Voilà. J'espère que jusque-là, ça va. Les 36 qui sont restés, vraiment chapeau. Hein. J'espère que j'explique bien. Voilà, donc là, vous avez fait presque l'intégralité des glucides. Et là, on va voir la synthèse du glycogène. En fait, ça, c'est ce qu'il a rajouté l'année dernière, qui est un peu compliqué, qui est un peu chiant et qui fait chier, hein, clairement, on va pas se cacher. Mais je pense que c'est important. J'ai pas mis beaucoup de schémas, justement, parce que j'ai pas trop eu le temps. Mais si vous avez votre poly ou votre cours de l'année dernière sous les yeux, ben, je vais pouvoir vous expliquer, parce que justement, je sais que c'est une partie peut-être qu'il manque d'explication parce qu'il a fait que l'année dernière. Du coup, je vais mieux vous expliquer. Du coup, métabolisme du glycogène. Donc là, hop, voilà. Donc je vais laisser la diapo sur ça et je vais expliquer la diapo. Donc le glycogène, vous vous rappelez, c'est la même structure que l'amidon, c'est ramifié, des liaisons alpha 1,4 et des liaisons alpha 1,6, et c'est un homopolysaccharide de glucose. Donc c'est la principale structure de réserve chez l'être humain. Vous allez le retrouver tout le temps, glycogène.
à ne pas confondre avec l'amidon qui est la réserve glucidique chez les plantes. Donc du coup, le glycogène, ça va être le stockage du glucose, ça j'ai déjà expliqué. Donc vous parlez du glucose. Le glucose, il va être transformé en glucose 6-phosphate. Donc du coup, bon, ça, le glucose 6-phosphate, c'est très très important. Par l'exokinase ou par l'exglucokinase, bon, ça c'est un peu, c'est pas comment dire, une réaction qui est comment on peut dire ça, qui est la même que la glycogénolyse. Je m'en rappelle même plus du nom. Glycolyse, excusez-moi. Mais du coup, en partant du glucose, donc glucose 6-phosphate, donc toujours par exokinase, glucokinase, qui utilise une molécule d'ATP, donc vous arrivez au glucose 6-phosphate. Par la phosphoglucomutase, vous allez arriver au glucose 1-phosphate. Donc, au lieu d'avoir le phosphate sur le carbone numéro 6, vous allez l'avoir sur le carbone numéro 1. Et donc, le glucose 1-phosphate, ça va vraiment être la première étape importante de la synthèse du glycogène. Donc, le glucose 6-phosphate et glucose 1-phosphate, c'est important, mais vraiment, on va dire, vous embrouillez pas avec le glucose et le glucose 6-phosphate, on va partir vraiment du glucose 1-phosphate. Donc, on part du glucose 1-phosphate. Vous voyez, c'est votre page 100 du poly. Hop, c'est catalysé par la phosphoglucomutase. Ensuite, on arrive au phosphate. Ensuite, pour arriver à l'UDP glucose. L'UDP glucose, ça va être très, très, très important parce que c'est le... Retenez bien ce que je vais vous dire, hein, vraiment, retenez bien. L'UDP glucose, c'est le précurseur immédiat de la molécule de glycogène. Donc, je sais que c'est tombé l'année dernière, je ne sais pas si vous en rappelez, mais en tout cas, ça tombe souvent. L'UDP glucose, c'est le précurseur immédiat de la molécule de glycogène. Donc, si vous posez une question et il vous dit « Attendez, je vais fermer ma fenêtre parce qu'il y a du bruit. Même si je vais avoir chaud, c'est pas grave, au moins, je me concentre. » Si vous posez une question et il vous dit « Le glucose 1-phosphate est le précurseur immédiat de la synthèse du glycogène, enfin, du glycogène », c'est faux. Et même, moi, je me souviens qu'il avait mis le glucose 1-phosphate et le précurseur du glycogène, c'est faux aussi. Hein. Même, vous allez me dire, c'est vrai, hein, c'est un précurseur, même s'il n'est pas immédiat, ben voilà, c'est quand même un précurseur, donc ça serait juste cette phrase. Mais si vous mettez vraiment le glucose 1-phosphate et le précurseur du glycogène, c'est faux. C'est que l'UDP glucose. Donc, retenez bien ça. L'UDP glucose est le précurseur immédiat du glycogène. Ensuite, UDP, ça veut dire quoi? Ça veut dire uridine diphosphate. Donc, l'uridine, ben ça par contre, l'uridine, c'est un acide nucléique. Hein. Vous savez, il y a A, U, enfin, c'est pour A, U ou AT et GC. Donc là, c'est l'uridine, l'uracile. Diphosphate, parce qu'il y a deux phosphates que vous voyez. Ensuite, c'est catalysé par l'UDP glucose phosphorylase, parce que justement, on n'a qu'un phosphate dans le glucose 1-phosphate et on va avoir 2 phosphates dans l'UDP glucose. Voilà. Donc ça, c'est pour la formation du glycogène. Donc ça va être la structure de base du l'UDP glucose, ok? Donc après, vous allez prendre l'UDP glucose. Je ne sais pas si je l'ai mis sur la diapo suivante. Je n'ai pas mis le schéma. Mais donc, je vous remets sur ce schéma. Vous allez avoir l'UDP glucose. Si vous pouvez prendre la page 101 du poly, c'est cool. Vous allez partir de l'UDP glucose. Donc, vous avez l'uridine avec 2 phosphates. Ensuite, en fait, votre glycogène, il va déjà être synthétisé dans la cellule. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, qui est très, très, très important, c'est que le glycogène, il n'y a pas vraiment de formation à proprement parler. C'est toujours ou de l'hydrolyse, en fonction s'ils ont besoin de stocker du glycogène ou d'en libérer. Donc là, pour la synthèse, justement, il va y avoir une molécule de base de glycogène et votre UDP glucose, il va se clipper, se rajouter à la molécule de glycogène qui est déjà présente. Voilà. Et donc, l'enzyme clé de cette élongation, donc de ce rajout d'UDP glucose au glycogène, c'est la glycogène synthase. Donc, je n'ai pas noté sur le diapo, mais c'est noté sur votre cours ou sur votre poly, hein, je répète, glycogène synthase, donc mettez bien en vert ou votre couleur pour les enzymes. C'est une enzyme clé, hein, donc retenez ça. Et donc, en fait, cette enzyme, la glycogène synthase, elle va permettre de rajouter des résidus d'UDP glucose, donc de glucose, hein, c'est pareil, UDP glucose ou glucose, au glycogène en liaison alpha 1,4. Retenez bien, hein, surtout pas en alpha 1,6, donc elle ne va pas permettre l'érification, elle va juste permettre l'élongation de la chaîne linéaire du glycogène. Et pour les ramifications,
c'est un peu particulier. En fait, vous voyez, hein, je vous l'ai dit, la glycogène synthase, elle permet juste l'élongation de la chaîne longue, du coup, pas des ramifications. Et du coup, pour ramifier, comment on fait? Et ben, il va y avoir une enzyme cassante, une enzyme hydrolysante, qui va hydrolyser les molécules de glucose ou de DP-glucose qui sont en bout de chaîne. Hop, ça va hydrolyser. Et ce bout qui est hydrolysé, il va se clipper en alpha 1,6. Est-ce que tu peux répéter alpha 1? Alors en fait, ben, le glycogène, tu vois, la structure elle est toujours en alpha 1,4. Tu sais, là c'est alpha 1,4. Enfin, comment dire? Attends, je vais te remettre sur. La maison de glycogène, c'est pareil. Hein, juste remettez-vous. Hop, pardon. Hop, je vous remets sur la maison. Alors, tu vois, là, tu as. Attends, 5 secondes, hein, je te remets en. Non. Lire. Voilà. Donc, pour ceux qui n'avaient pas le glycogène en tête, on va dire, bon là, il y aura marqué amidon hein, sur la diapo, mais c'est le glycogène, ok? Donc, vous voyez, tu vois là la chaîne linéaire, ça s'appelle, enfin, retiens pour le glycogène, chaîne linéaire, l'amylopectine. Et du coup, tu as vu, cette amylopectine, les molécules de glucose, elles sont liées par une liaison alpha. Et c'est toujours lié par des liaisons alpha 1,4. Et les ramifications, les branchements, tu vois, les petites épingles que j'ai dit tout à l'heure pour le linge, quoi, et ben c'est des liaisons alpha 1,6. Sauf que pour la synthèse du glycogène, il n'y a pas d'enzyme branchante en alpha 1,6. L'enzyme branchante, elle est que en alpha 1,4. Tu vois. Donc, du coup, ben, comment on peut faire pour avoir une structure ramifiée? Vu que le glycogène est ramifié, il faut une structure ramifiée. Du coup, en fait, tu vas prendre là. Hop, tu vois, à cette partie-là, comme ça, tu vas prendre tu vas couper avec une enzyme hydrolysante plusieurs molécules de glucose, mais généralement plusieurs. Donc, ces molécules de glucose, elles vont toujours être liées par une liaison alpha 1,4, c'est d'accord? Et en fait, on va dire qu'il y en a 10. C'est 10 molécules de glucose qui sont liées par une liaison alpha 1,4, sauf la première. Hein, du coup, elle est plus liée par une liaison alpha 1,4 puisque sa liaison a été cassée. Elle va venir se brancher quelque part hein, sur un résidu de glucose quelconque en alpha 1,6 par justement une enzyme branchante. Hein. Là, retenez bien le glycogène. Attendez, je vous y remets. L'élongation, je vous l'ai mis là. C'est bon, du coup, tu as compris? Ah, cool, nickel, parfait. Ouais, tu vois, c'est un peu technique. Ça serait logique qu'il y ait une enzyme, donc une glycogène synthase alpha 1,4 et une glycogène synthase alpha 1,6, sauf qu'en fait, il n'y a qu'une glycogène synthase alpha 1,4 et que pour faire des branchements, des ramifications, il faut couper un bout de glycogène qui est non ramifié, couper et ramifier en alpha 1,6. Voilà, donc je vous l'ai mis sur ce diapo. Incorporation de la molécule de glucose précédemment formée sur la chaîne par de la glycogène synthase par des liaisons alpha 1,4 et la formation de chaînes latérales. Tu hydrolyses le glycogène par des enzymes spécifiques. Ces enzymes spécifiques, il n'y a pas de nom, hein, c'est juste des enzymes hydrolysantes. Il n'y a pas marqué dans le poly, il n'y aura pas marqué dans le cours, il ne va pas le préciser, c'est pas très important. Par contre, incorporation des résidus hydrolysés par des enzymes branchantes en alpha 1,6. Donc par contre, la liaison alpha 1,6, c'est juste pour les ramifications. Tu vois, tu as juste une molécule de glucose qui est liée à une autre molécule de glucose en alpha 1,6 et le reste, elles sont liées en alpha 1,4, hein, tu vois. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Pour la dégradation du glycogène, je ne vous l'ai pas marqué ensuite, mais bon, vite fait un mot, la dégradation du glycogène, tu prends le glycogène, hop, tu dégrades. Et en fait, chaque fois que tu dégrades, tu enlèves une molécule de glycogène, et c'est de glucose, pardon, et ça sera du glucose, du coup, un phosphate. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Vous voyez, c'est un peu compliqué parce que le précurseur immédiat, c'est l'UDP glucose. Et là, en fait, quand tu dégrades le glycogène, tu dégrades en glucose 1-phosphate. Mais vous ne vous trompez pas, hein, voilà, c'est juste quand tu dégrades en glucose 1-phosphate, mais le précurseur immédiat, c'est l'UDP glucose. Voilà, c'est des petites particularités. Ensuite, pour la dégradation du glycogène, vous avez les enzymes débranchantes, glycogène phosphorylase. Voilà, c'est tout. Moi, je vous conseille, surtout pour si vous ne voulez pas aller en cours pour tous les cours, je vous conseille quand même d'y aller pour le dernier, de bien écouter les questions de la fin. Voilà, écoutez bien les questions de la fin. J'en dis pas plus, écoutez bien les questions de la fin. Je le redis, écoutez bien les questions de la fin.
Écoutez bien les maladies. Vous voyez à la page 103 de votre colis, il va y avoir des maladies de type 1, de type 3, de type 4, de type 5, de type 3. J'ai rien à dire là-dessus de plus, c'est juste du par cœur. Et voilà, c'est tout. Après, il va y avoir des trucs un peu particuliers en fonction du glucagon et de l'insuline. Si vous avez des questions, vous m'en poserez. Je ne sais pas à quelle heure il est 15h40. Voilà. Bon, ben, j'ai fini le cours des glucides. Est-ce que vous avez des questions sur les glucides là pour l'instant? Et sinon, est-ce que vous avez des questions particulières sur la PACES, tout ça? J'espère que vous avez compris. Je ne sais pas si je suis allée trop vite. J'ai tendance à parler vite quand même, à m'embrouiller un peu. J'ai dû bégayer quelquefois, mais j'espère que ça s'est bien passé. Voilà. Si vous avez des questions, surtout pour la PACES, est-ce que tout le monde est sur le groupe de Facebook? Je sais que c'est chiant Facebook, mais remettez Facebook parce que c'est important pour avoir des nouveautés, tout ça, du TAM. Donc, mettez le groupe Facebook. Vous pouvez m'envoyer des messages sur ma méthode de travail, sur le temps de travail, sur les glucides. Moi, je gère beaucoup UE1, UE2. Après, vraiment, UE3, UE4, je ne vais pas vous aider, hein, je vous avoue. Voilà. C'est bon, plus personne de questions. J'espère que tout le monde a compris. Envoyez-moi des... Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié les autres pour mieux apprendre le cycle. Ah, c'est vrai que vous avez bien compris. Oh, bah, je suis contente. Je suis contente. J'ai essayé de bien faire le diapo pour voilà. Et servez-vous-en du diapo parce que j'ai bien surligné plein de trucs. Donc nous, je vais bien t'expliquer. Donc en fait, moi, ce que je faisais, c'est que au début, est-ce que vous voyez mon ardoise là? Est-ce que tout le monde voit mon ardoise? J'espère. Alors, en fait, non. Ah, j'ai pas ma. Bon, en fait, bon, c'est pas grave. C'est pas grave si vous ne voyez pas mon ardoise. En fait, si vous prenez, ce que je vous conseille d'acheter, c'est une grande ardoise ou au pire une pochette plastifiée avec une feuille à 4 dedans vierge. Vous mettez vos 10 flèches. Donc, parce qu'il y a 10 réactions, vous mettez vos 10 flèches. Vous mettez la première qui est irréversible, la deuxième réversible, donc à double flèche, la troisième réversible. Attendez, mais je vais essayer de. Mais c'est bizarre que vous ne me voyez pas parce que je pensais que vous me voyiez. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas très grave. Et ensuite, donc vous le savez, voilà. Et moi, ce que je faisais, c'était que je me disais, bon, alors là, je me prépare. Le premier ah là, vous me voyez? Ça bug? Est-ce que vous... Ah, c'est ralenti. Alors, je vais essayer de juste vous montrer. Hop, attendez, je vous le fais sur l'autre côté. Hop. Comme ça. Quittez pas, hein, j'arrive. Hein. Bon, j'ai pas fait tout exactement. Donc voilà, je faisais un peu un truc comme ça, j'espère que vous voyez. Et du coup, dans les trous que je laissais, ben, je me disais, allez, la première molécule qui intervient, c'est quoi? C'est le glucose. Hop, je mettais glucose. Ensuite, la deuxième molécule, et je le faisais toujours, même si vous vous trompez, que vous le faites 15 fois et que vous n'y arrivez toujours pas, ben vous le faites, vous le refaites, vous le refaites, vous le refaites. Et attention, le piège, c'est le gros piège, c'est de se dire, non mais c'est bon, la réaction 4, 5, 6, je les connais, je ne vais pas les refaire, parce que quand vous allez devoir les refaire, vous allez dire, putain, pourquoi je ne les ai pas révisés? Parce que je les connaissais, maintenant je ne les connais plus. Donc, on parlait du glucose, après je me dis, alors, glucose, ensuite glucose 6-phosphate, ensuite fructose 6-phosphate, fructose 1,6 biphosphate, tout ça. Et dès que j'arrivais à la fin, je me faisais, allez, donc maintenant j'ai fini tous les composés, maintenant je mets les enzymes. Après, du coup, je faisais hexokinase, toujours en une couleur différente, phosphoexodisomérase, PSK1, après je faisais toutes les enzymes, après je faisais tous les cofacteurs, et ensuite, je vérifiais si j'avais bon ou pas. Donc au début, vous allez vous tromper, vous allez vous tromper, vous allez vous tromper, et après, en fait, vous allez le connaître par cœur. À la fin de l'année, je le refaisais par cœur avec mes couleurs carrément, je le refaisais, voilà, moi je préfère faire d'abord tous les composés, après toutes les enzymes, après tous les cofacteurs, et après aussi, ce qui est bien aussi de faire, c'est des fois, de le faire dans le sens glycolyse, et après de le faire dans le sens néoglucogénèse aussi, hein. N'oubliez pas de le faire parce que généralement, ça c'est très trop petit. On pense tout le temps à faire la glycolyse et jamais la néoglucogénèse, sauf que ça va aider en fait de se dire attends mais en fait avant attendez, je me remets sur un exemple. Hein. Oh là là, mais je ne me rappelle plus glycéralide 3-phosphate, qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il y a après. Et du coup, ben là, de vous dire putain, mais qu'est-ce qu'il y a après, qu'est-ce qu'il y a après, de vous remettre dans le cycle de néoglucogénèse, ben vous allez y arriver plus facilement. Aussi, ce que je faisais, donc est-ce que tout le monde a compris ma première méthode? Je parle vraiment vite, hein, vraiment désolée, je parle un peu trop vite.
Mais j'essaie de vous donner le max de conseils le plus rapidement possible. Et aussi, ce que je faisais, c'est que par exemple, je me disais, allez, aujourd'hui, phosphoénol pyruvate, et je devais citer le composé d'avant, le composé d'après, l'enzyme d'avant, l'enzyme d'après, les cofacteurs d'avant, les cofacteurs d'après. En fait, il y a plein de méthodes pour apprendre, mais l'ardoise, c'est important, la feuille plastifiée, c'est important, de réécrire, c'est important. Donc, vous faites ça pour la vous faites ça et pour la glucolyse et pour la néoglucogénèse. Vous faites ça aussi pour du coup la formation du glycogène. Il y a toujours une couleur pour l'insuline, une couleur pour le glucagon. Voilà. C'est tout pour la petite technique de la glycolyse. Franchement, faites là, vraiment, moi, je les trouve. Si vous avez d'autres méthodes, faites vos autres méthodes, hein, mais moi, ça m'aidait bien à savoir ça. Et là, c'est nickel. Voilà. Ensuite, toujours, par exemple, moi, ce que je faisais, c'est que je mettais une fiche, en fait, en glucides, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent les fiches, c'est pas important, les fiches, c'est pas important, les fiches, c'est pas important. Moi, je trouve que quand même, les fiches, c'est assez important. Surtout en tant que doublant, quand on en a marre de chaque fois juste relire le cours, c'est bien de l'écrire avec ses propres couleurs, avec ses petites annotations, d'annoter le poly. En bio C, annoter le poly. Les polys sont bien, donc annoter le poly aussi. Donc, moi, ce que j'avais fait, c'est que je m'étais fait une fiche, je prenais la fiche en portrait paysage, je mettais le glucose, le mannose, le galactose 1, 2, 3, avec les particularités de chacun un peu, la liaison, donc si elle est alpha ou bêta, en couleur toujours la liaison, hein, si elle est alpha ou bêta. Ensuite, sur la deuxième ligne, donc ça prenait déjà toute la feuille, je mettais la structure de l'amidon, la structure du glycogène, la structure de la cellulose. Hop, je tournais et je mettais, et là après je faisais les disaccharides, donc je faisais, je vais expliquer, non. Oui, non, les saccharides, j'ai fait sur la première feuille, hop, je tourne et je faisais les glycosaminoglycanes. Donc en premier, acide hyaluronique, en deuxième, chondroïtine 6-sulfate, et en troisième, héparine. En fait, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de synthétiser, limite de faire vraiment des plans. Donc, premier, oside, monosaccharide, hop, deuxième, disaccharide avec tous les noms. Et voilà, comme ça, vous avez toujours une petite fiche. Vous voyez un peu une feuille Bristol, comme ça, où vous faites un truc, 1, 2, 3, un truc, 1, 2, 3. Je ne sais pas si on va voir avec ça. Voilà, vous faites comme ça. En fait, vous savez, je ne sais pas si vous voyez là, une petite fiche comme ça. Et du coup, là, ça, c'est une toute petite fiche pour vous aider ou un post-it. Et après, vous faites une plus grande fiche avec votre couleur pour l'alpha, votre couleur. Moi, je sais que j'avais une couleur, c'était du glucose, parce que j'arrivais beaucoup à retenir le glucose comparé au mannose, galactose et tout, parce que c'est moins récurrent. Du coup, j'avais toujours une couleur où je me disais, putain, mais c'est vrai, dans l'héparine, le glucose, il n'est pas en premier, il est en deuxième. Et en plus, il est acétylé, il est aminé, il est sulfaté. Et je vous le remets sur l'héparine, par exemple. Attendez, hein, pour vous expliquer, parce que je sais que là, moi, je le connais bien, mais à votre époque, je ne le connaissais pas non plus, donc c'est normal. Héparine. Hop, j'y suis. Non, j'y suis pas, j'y suis là. Voilà, donc là, je savais que le glucosamine, c'était le deuxième, en fait, c'était l'hexosamine, alors que l'acide chondroïtine 6-sulfate, je savais que le glucose, c'était le premier. Vous voyez, donc je sais que moi, je faisais une couleur pour le glucose, pardon. Donc je vous donne la petite technique. Voilà. En tout cas, bon, j'ai fini. Vraiment, lâchez rien, courage. En doublant, c'est facile, c'est facile, j'abuse. C'est facile, les cours sont plus faciles parce que vous allez beaucoup mieux les comprendre, parce que vous allez avoir une approche différente, vous allez beaucoup plus faire de liens, vous allez faire des liens, surtout UE1 et UE2. Par exemple, à l'UE1, vous allez faire plein de liens avec la BioC. Par contre, ce qui est dur, ça va être le moral. Donc moi, ce que je faisais souvent en doublant, c'est que je sortais, franchement, je m'aérais souvent à l'esprit, je faisais souvent du sport, j'allais souvent voir ma famille, j'allais souvent voir mes copines, parce que je ne suis pas de Marseille, donc je rentrais souvent les week-ends pour m'aérer et je ne travaillais pas. Moi, je préférais faire une grosse pause pour mieux retravailler derrière, plutôt que de me forcer et de ne pas y arriver et d'être au final beaucoup plus fatiguée. Lâchez rien, gardez en tête vos motivations, si vous voulez médecine, pharma, kiné, dentaire, ou sage-femme, gardez vos motivations. Vous allez avoir une promo que de doublant, donc ça, c'est plutôt cool. N'hésitez pas, mon nom et mon prénom sont marqués, hein, Clarine Akraoui, à m'envoyer des messages. Je vous donnerai mon Snap aussi si vous voulez avoir des vidéos, si vous voulez que je vous aide mieux, tout ça. Dommage, j'ai jeté ma fiche des glucides de l'année dernière, parce que bon, je l'ai jetée, j'en avais marre. Donc voilà. Donc j'espère que c'est bon pour tout le monde. Je vous dis bonne chance pour les stats, maths. Et voilà, j'espère que ça vous a quand même assez aidé. Les glucides, je sais que je suis allée vite et que c'est un peu dur à suivre, mais de toute façon, c'est toujours dur à suivre, hein, les glucides.
Donc, bonne chance, bon après-midi. On va vous mettre le diapo sur Facebook. Donc, apprenez sur le diapo si vous voulez. Et voilà. Donc voilà, ciao tout le monde, courage et à la prochaine. À la prochaine.